Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qu'on aurait pu nommer aujourd'hui le Necronomicon ex Podcastix, puisqu'on va parler d'une saga culte, la saga Evil Dead, signée Sam Raimi bien sûr. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Faye. Comment tu vas, Faye ? Coucou, bah écoute, très contente de parler de Sam Raimi et d'Evil Dead. Eh bien, le plaisir est partagé et j'ai aussi avec moi Sophie. Bonjour Sophie. Hello. Moi aussi, c'est un vrai plaisir de venir parler avec vous de H et de ses super aventures, avec le fameux livre des morts. Oui. Oui, on va ressusciter les morts aujourd'hui tous ensemble. Alors, petit passage obligatoire avant qu'on se penche sur le film. Sophie, on l'avait dit lors du dernier podcast, tu n'y couperas pas. On a les deux petites questions traditionnelles quand on a un nouvel intervenant. Et je précise d'ailleurs au passage que depuis le dernier podcast, on t'a fait la proposition de rejoindre l'équipe en tant que réfractrice et que tu as accepté. Et c'est une grande joie pour tous les membres qui t'accueillent les bras ouverts. Merci déjà pour l'accueil. Mais tu vas vite comprendre qu'on aime bien torturer les gens parce qu'on a deux petites questions de bâtards, hein, disons-le. Deux petites questions qu'on pose. Ces questions, c'est quel film te représente le plus et quel film tu aurais rêvé de faire ? Ce n'est pas forcément la même réponse. Donc. Oui, bien sûr. Alors, le film qui me représente le plus, je ne sais pas, parce qu'au final, faut en prendre plusieurs morceaux, je pense, pour composer un truc. Donc, je veux dire, selon l'atmosphère, l'ambiance, l'humeur, en ce moment, c'est plutôt le cabinet du docteur Caligari. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de prise sur notre propre vie. Voilà. Mais bref, je vais pas détailler plus. Voilà, j'adore ce film en plus. Et puis le film que j'aimerais faire, alors en fait, j'ai un peu une réponse ego trip, à savoir que en fait, j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé quelques courts-métrages quand j'étais plus jeune, et il y a une partie de moi qui ça manque, donc si je devais réaliser un film, ce serait un des scénarios qui traîne dans ma tête. Mais par contre, je sais quel film je n'aurais pas aimé réaliser, parce que c'était une catastrophe ces tournages, juste du style Waterworld, Apocalypse Now, et même Evil Dead 1, en vrai, quand tu vois les circonstances du tournage, le premier, c'était quand même hyper la galère. De mes années d'étudiante de cinéma, je me rappelle de quelques tournages de courts-métrages en 16 mm qui étaient vraiment galériens. Et quand je repense à ce que j'ai vécu et que je vois ce qu'ils ont eux vécu, je me dis que en fait c'était de la gnognotte ce qu'on avait vécu nous en comparaison d'eux. Et qu'ils ont été très courageux, voilà. Tu me fais une transition parfaite pour enchaîner justement sur Evil Dead dont on va parler aujourd'hui. Donc on ne va pas parler d'un seul film, on va parler de la trilogie dans son ensemble et puis on ira peut-être un petit peu plus loin en fin d'émission. Alors pourquoi la trilogie ? Parce que comme d'habitude vous savez on vous précise comment on a obtenu le film et pour ce podcast c'est l'atelier d'images qui édite donc la trilogie dans un très joli coffret qui nous l'a fait parvenir. Et donc on s'attelle à ce gros morceau, je pense qu'on en a pour de longues minutes que j'espère passionnantes pour vraiment définir ce qui fait la saveur de cette saga unique parce qu'elle ne ressemble vraiment à aucune autre. Et cette œuvre, elle est intimement liée à un réalisateur, à Sam Raimi, à son créateur qui l'a porté, qui l'a fait naître de son imagination. Mais avant qu'on parle de Sam Raimi, je tenais à préciser qu'aujourd'hui, moi, j'ai le rôle assez facile du présentateur. Bon, j'ai quelques réflexions sur l'œuvre, hein, évidemment. Moi aussi, j'ai vu les films, j'ai épluché les bonus. Mais je dois préciser avant tout, être honnête avec nos auditeurs, que ce plan sur lequel je m'appuie pour présenter l'émission, il a été confectionné par Faye d'abord, et puis tu es venu mettre ta touche aussi, Sophie. Donc ne croyez pas que je suis naturellement intelligent, tout le travail a été fait en amont par mes deux consoeurs, et je les remercie énormément. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vous propose de parler tout d'abord de Sam Raimi. Ah bah écoute, je vais commencer parce que je suis excitée, je te passe après le flambeau, Sophie. Non mais c'est vrai que Sam Raimi fait partie de mes réalisateurs préférés. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour pas mal de choses dont on va vous parler. Alors quand même, pour vous le restituer, il est né en 59 dans le Michigan. Ses parents n'étaient pas du tout des artistes, hein. C'était des gens
lambda, hein. Je crois qu'ils faisaient, attendez, je vais vous le redire, j'avais noté, ouais, c'était des commerçants, si je me rappelle bien. Et très tôt, en fait, Sam Raimi s'est passionné pour le cinéma parce il a découvert beaucoup de films à la télévision, dans les collections de son père, le ciné en général. Et c'est quelqu'un qui est très amoureux en fait du cinéma burlesque, surtout des Trois Stooges, hein, qu'on va retrouver en fil rouge un peu tout au long de cette émission. Et donc, il a commencé dès l'enfance à faire des films en Super 8. Il a même genre tondu des pelouses pour se payer sa propre caméra. Et ce qui est cool, c'est que c'est aussi un super pote, en fait, Sam Raimi, parce qu'il va rencontrer toute sa bande dès l'école. Donc, Bruce Campbell, par exemple, qui va être un de ses fidèles parmi les fidèles. Il va aussi travailler avec ses deux petits frères. Donc, il y a Ted et Ivan. Et autre point important à retenir pour Sam Raimi, c'est qu'il avait un frère aîné qui est mort à l'âge de 15 ans. Et ce frère va énormément l'influencer parce que c'était un grand fan de comics et un grand fan de magie. Des choses qu'on va retrouver aussi dans son œuvre. Si tu veux continuer, Sophie. Oui, effectivement, la mort de Sanders, qui était mort noyé à 15 ans, en fait, ça a resserré un peu les liens de la famille, et du coup, ça lui a inspiré, et notamment donné aussi l'envie de filmer la trilogie pour laquelle il est très connu, à savoir Spider-Man. Mais d'ailleurs, c'est aussi un fan de Marvel, c'est ce qui va le pousser à faire Darkman, parce qu'en fait, il n'aura pas les droits pour faire Batman qu'il voulait faire, et du coup il fera Darkman, qui va avoir quand même un bon succès, même si ça n'aura pas le succès de Batman, vu que c'est un personnage quand même inventé, mais ça va lancer pour Spider-Man, etc. Et c'est ce pourquoi la plupart des gens le connaissent. Mais avant d'être, à l'instar de Peter Jackson, qui est très connu pour Le Seigneur des Anneaux, mais avait fait avant des films de genre, et Sam Raimi c'est pareil. Et pourquoi tous ces réalisateurs de génie se sont d'abord tournés vers le cinéma de genre, c'est qu'en fait, pour un petit budget, ça permet de faire beaucoup de choses, et surtout d'avoir un effet sur le public, parce que ce que recherche à faire Sam Raimi, c'est à faire réagir le public, en fait. Et dans ses tout premiers essais avec sa bande de potes, en fait, ils étaient donc à l'école, à l'université, sachant que Bruce Campbell n'était pas dans la même fac, en fait, et qui se rejoignaient pour faire des films. Et en fait, ils avaient une petite opération financière, dans le sens où ils projetaient leurs films et récupéraient un peu d'argent pour financer les prochains. Et ce qui montre qu'ils avaient déjà une espèce de conscience professionnelle, ou quasi professionnelle. Et du coup, en fait, ils se sont essayés un peu à tous les genres, et ils voyaient que ça marchait pas trop, qu'ils savaient pas trouver le truc. Et ils sont allés au cinéma voir les films qui marchaient le mieux, et voir ceux devant lesquels le public réagissait le mieux, et ils ont pris des notes, et ils ont pris un tas de notes, et c'est comme ça en fait qu'est né en fait le court-métrage qui va inspirer Evil Dead. Mais ça, tu vois, c'est intéressant de voir que c'est un réalisateur qui se pose la question justement de comprendre comment un film est construit, qu'est-ce qui fait que telle ou telle scène va marcher, qui va étudier justement le timing, qui va prendre, parce qu'il a énormément d'influence. On va le voir on va en parler un peu plus en détail, mais c'est quelqu'un qui va s'intéresser, donc je l'ai dit, au burlesque, mais aussi à des films beaucoup plus expérimentaux, à du Hitchcock. Enfin, c'est vraiment, il regarde un peu tout, puis à chaque fois, il étudie toutes ses œuvres pour essayer de les comprendre et voir aussi comment il peut se les approprier pour construire son propre style, son propre univers. Donc c'est hyper intéressant. Puis c'est aussi quelqu'un qui va se dire comment moi, avec mes moyens, je peux reproduire tel ou tel effet, comment je peux reproduire tel ou tel mouvement de caméra avec ma caméra Super 8. Donc c'est hyper intéressant de voir cette démarche en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que lorsqu'il il élabore un film, il a une conscience presque absolue de ce que sera le rendu final au moment du tournage, dès le moment du tournage. Alors bien sûr, il coupe certaines scènes, il fait des modifications pendant le tournage, mais la plupart des personnes qui ont travaillé avec lui mentionnent le fait que ses storyboards sont très complets et très très détaillés, et qu'il sait où il va en permanence. Et on a l'impression vraiment que son cinéma, il est fait pour le spectateur, il a conscience du spectateur quand il tourne, et c'est à lui qui dédie vraiment ses films, j'ai l'impression, et c'est un peu ce qui fait son style, non ? Oui. Il est comme Spielberg, alors je crois que c'est Spielberg qui disait qu'en gros, pour lui, un film, quand il fait un film, il se place toujours dans la peau du spectateur, et il veut passer un bon moment, et du coup, il veut que ses spectateurs passent un bon moment. Et je pense que Sam Raimi, il fait exactement ça, il essaie de faire réagir son public, et il a finalement, ce qui les rejoint, lui,
Peter Jackson, Spielberg et toute cette génération de réalisateurs, qui est même une génération un peu différente, mais en termes d'âge, c'est qu'en fait, ils essaient de reproduire un peu ce qui était dans le cinéma de driving, quoi, le cinéma que tu vas voir dans des circonstances où, comme le driving, t'es en voiture, donc il faut vraiment que le truc te captive, en fait, pour que tu restes accroché au film. Et du coup, quelque chose avec des effets, une histoire, quelque chose avec des sentiments, des émotions qui vont t'emporter, quoi. Et je pense que c'est pour ça que leur cinéma marche autant et a eu autant de succès, en fait. Et en plus, c'est des personnes qui ont littéralement révolutionné le genre dans lequel ils opéraient, en plus. Donc, Mais je trouve aussi que pour lui, quelque part, je vois ça comme un moyen de communication parce qu'il fait passer beaucoup de choses à travers son film. J'ai l'impression que pour découvrir qui est Sam Raimi, ça se fait par rapport à ses œuvres parce qu'il parle beaucoup de lui-même, tu vois, quand il parle du comics, quand il parle voilà, de son amour pour le burlesque, quand il utilise l'humour et tout ça. Et quand tu le vois dans les interviews où il est très timide, ou limite on dirait des fois qu'il s'excuse, tu vois, d'avoir fait ses films, c'est super intéressant de voir justement ce reflet un peu, ce négatif. Ça aussi encore, c'est des choses qui reviennent aussi dans son cinéma. On va le voir, quoi. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis il y a toujours quelque chose de touchant dans ces films. On rit, il y a des moments d'émotion, il y a des trucs où on va frissonner aussi. Enfin, il arrive à faire passer tellement de choses par l'image. Enfin, on dirait qu'il a compris en fait que le film, ça passait par l'histoire, par l'image, par la musique, par le travail sur le son. Et dès Evil Dead, on voit ça. Parce que justement, avec Evil Dead, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, tu l'as très bien dit, Sophie, est né un premier court-métrage qui s'appelle Within in the Wood, qui, en fait, lui servait de carte de visite à montrer à différentes personnes pour obtenir des sous pour faire Evil Dead, parce qu'il voulait passer à quelque chose de plus important que juste les petits cours qu'il faisait avec sa bande, pour essayer de montrer ce dont il était capable, parce qu'il avait envie justement de pouvoir raconter ses histoires, de pouvoir les diffuser, de pouvoir continuer à faire ce qu'il aimait avec sa bande. Et le premier Evil Dead, c'est vraiment une carte de visite. C'est-à-dire qu'on a un concentré déjà de ce qu'il savait faire à l'époque, et ça va se poursuivre tout au long de la saga, parce que il va à chaque fois montrer ce qu'il a appris, montrer ce qu'il sait faire en plus qu'il n'avait pas pu montrer avant. Enfin, c'est vraiment, je trouve que Evil Dead, c'est la carte de visite de Sam Raimi qui dit voilà ce que je peux faire, voilà ma palette, voilà qui je suis. Et maintenant, laissez-moi continuer à faire des films. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens avec cette trilogie, en fait. C'est un cri de cinéma total, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de créer et qui a trouvé son médium de prédilection. C'est presque comment dire, un virtuose, un peu à la Mozart, j'exagère peut-être, mais quelqu'un qui est né pour faire du cinéma, en tout cas. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est peut-être Bruce Campbell, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui disait que Sam Raimi est un génie et tout le monde le sait, sauf lui-même. Où en fait, effectivement, il est hyper timide et il a un gros syndrome de l'imposteur qui n'a pas été aidé par le fait que la saga Evil Dead est hyper culte mais n'a pas eu non plus un succès massif en salle à l'époque, que Spider-Man a eu un succès de dingue mais que il pense que c'est le personnage à qui on doit ce succès et pas à son cinéma, et mais en fait il trouverait n'importe quelle excuse parce que en fait oui, c'est quelqu'un de timide et l'art en fait est un bon moyen d'expression pour les gens qui sont atteint de timidité en fait. Et je sais pas si c'est volontaire ou pas qu'il s'exprime autant dedans. Je pense que n'importe quel artiste en fait met forcément de lui-même dans son art, et en plus le fait que Bruce Campbell est un peu son double maléfique. En fait, il s'appelle son lieutenant parce qu'en fait, à un moment, ils ont fait un feuilleton à la radio pendant qu'ils préparaient Within the Wood et tout ça pour s'entraîner. Et donc, en fait, dans le feuilleton, il y avait, il me semble, Sam Raimi qui faisait un capitaine et Bruce Campbell faisait son lieutenant. Et donc, ils avaient l'habitude de s'appeler comme ça, en fait, après. Donc, c'est vraiment une relation, c'est sa muse, hein. Ouais, ils sont vraiment complètement opposés parce que Bruce Campbell, lui, il n'est vraiment pas du tout timide. Si vous avez l'occasion de le voir en interview, il y a notamment dans les bonus du Blu-ray qui nous est parvenu des extraits de conférences diverses où il répond à des questions de fans. Et c'est un comique né. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens de la répartie incroyable, qui est toujours en train de trouver le bon mot, la bonne blague. Alors,
parfois, ça n'est pas toujours très fin, hein, on le verra quand on parlera de ce qui a succédé aux 3 Evil Dead. Mais en tout cas, cet homme, cet acteur qui incarne Ash dans les 3 films, donc le héros des 3 films, c'est quelqu'un qui porte sur ses épaules le poids burlesque de ce que voulait donner Sam Raimi au cinéma d'horreur. Mais totalement. En plus, sur Evil Dead, ce qui est fou, c'est qu'il y a des scènes qui sont improvisées, que ce soit sur le 1 ou le 2, surtout, notamment, je pense à la fameuse scène où il se bat. On peut spoiler, il n'y a pas de souci. Oui, on va prévenir nos auditeurs on va forcément spoiler, en plus on va parler de films qui sont des suites, enfin des pseudo-remakes ou des suites, mais oui, on aura forcément du spoil, et puis de toute façon, si vous n'avez pas encore la chance d'avoir découvert Evil Dead, vous pouvez foncer la tête baissée. Et donc je disais, en fait, comme ils se comprennent, qu'ils ont les mêmes références, qu'ils ont voilà, le même amour pour voilà, le même style de ciné, la scène où justement Ash va se battre contre sa propre main, elle est totalement improvisée, et c'est un truc de fou parce que le mec se balance des assiettes sur la figure, il se lance dans tous les coins, il se jette par terre pour faire style qu'il est tiré par sa main, il attrape un couteau salto pour se... Ouais, et il a tout fait lui-même et tout, enfin il a tout improvisé, et ça a tellement fait rire tout le monde sur le plateau, qu'ils ont gardé la scène. Et il y a même aussi par exemple le gag, enfin moi ça me fait rire quand il y a l'œil d'un démon qui saute et qui fit dans la bouche d'une des filles. En fait, ça, c'est quelque chose qu'il avait testé sur un de leurs courts-métrages. Et en fait, pareil, ça les a tellement fait rire qu'ils l'ont repris pour mettre dans Evil Dead 2. Donc, vraiment, c'est vraiment un travail d'osmose. Ils arrivent à sentir ce que veut l'autre et tout, et puis à faire des trucs, mais complètement dingues. Enfin, il est hyper physique, il a un visage totalement élastique, on dirait un toon. Enfin, je comprends pas que ce mec, il n'ait pas une carrière plus dingue, quoi. Filer un Oscar à Bruce Campbell, moi, je le dis. Je pense que c'est aussi parce qu'il a fait de l'horreur et de la comédie, et que c'est pas aussi bien s'il a fait du drame autorisant. Ouais, il a joué dans Lois et Clark aussi, alors forcément... On l'aperçoit aussi en président américain dans une des saisons de la série Fargo. Voilà pour la petite anecdote. Les frères Cohen sont amis avec justement Sam Raimi. Il y a même un moment où ils habitaient tous ensemble dans une maison. Donc, ils vont même partager un chef opérateur. On fera sûrement des rapprochements un peu Et plus d'ailleurs, tard. je crois que c'est Joël, non, ou Ethan. C'est Joël ou Ethan qui a bossé sur Evil Dead. Et ben alors je crois que c'est Joël, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a un des deux qui passait par là, et ils étaient en manque de personnes pour aider, et en fait je crois qu'il a aidé, je sais plus si au niveau des accessoires ou pour la caméra, enfin il a fait plusieurs choses en tout cas. Ils sont venus sur le plateau. Oui. C'est eux qui ont dit que Sam Raimi est un génie, tout le monde le sait sauf lui. Mais du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y a de l'impro et qu'ils font des effets en direct. Et en fait, moi, ça me donne surtout l'impression qu'ils sont des artisans un peu fous du cinéma, parce qu'en fait, il n'y a pas que Sam Raimi, en fait, et Bruce Campbell, en fait, il y a toute l'équipe qui est derrière. Il y a le chef opérateur sur le premier qui a carrément inventé des systèmes de caméra pour pouvoir faire certains plans. Pour aller dans le sens de ce que voulait Sam Raimi, en fait. C'est-à-dire que Sam Raimi, il a une ambition dingue pour ses films, comme tu disais, Spike, il a vraiment dans sa tête tous les plans, et des plans assez ouf et hyper compliqués à faire. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il a trouvé des gens qui sont capables de non seulement comprendre ce qu'il veut faire, mais en plus de donner vie à ses idées, quoi. Et c'est aussi bien Bruce Campbell que son chef-op que... on peut citer les noms des personnes qui étaient vues. Il y avait Robert Tappert, il y avait Robert musique... Tappert qu'il a connu aussi très très tôt, qui l'a accompagné dès ses premiers essais. C'est un peu le troisième larron du trio. Ouais, lui il était plus sur la production, fac, chercher l'argent. Ouais, c'est ça. Ou au lycée, je sais plus. À la fac ou au lycée. C'est lui qui leur a donné d'ailleurs l'idée de... ou c'est un ami de son père, je sais plus, Sam Raimi. C'est un ami de son père. Une société pour financer... Il aura présenté un ami de son père qui était, je crois, avocat, et qui leur a conseillé justement de créer leur société de production. Et parce qu'il pensait qu'il avait du talent et que justement ça pouvait être intéressant. Donc ils ont fait leur société, je ne retrouve plus le nom de la société. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que en fait, le papa de Sam Raimi qui disait « Oh non, pas cinéma, mon fils choisit autre chose », a justement l'a poussé à voir cet avocat. Je crois que c'est un avocat pour qui justement il leur déconseille de continuer dans cette voie. Et en fait, le mec leur a donné tout pour justement pouvoir concrétiser leur projet, quoi.
Ouais, parce qu'ils sont arrivés justement avec leur court-métrage et qui était Within the Wood et le gars il a regardé, il a sursauté devant et tout et il a dit non mais il faut pas que vous lâchiez là, il faut et donc il les a aidés, il leur a donné beaucoup de conseils et tout. Sinon dans les personnes à citer au niveau de la musique aussi, ça c'est important dans Oui. Evil Dead, mais Joe Lo Duca qui les a pas mal aidés. Qui d'ailleurs n'avait fait aucune musique de film d'horreur avant ça, quoi. Il était musicien, mais pas du tout habitué à ce style-là, et c'est en fait Sam Raimi qui l'a complètement conseillé qui a fait écouter la musique de Psychose et un tas d'autres musiques pour qu'il puisse les étudier et faire ses propres compositions, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'à des moments, dans le premier même, t'as comme des citations d'autres films. Il y a des moments où il y a des thèmes où tu te dis ah tiens on dirait tel film. Il y a comme des citations musicales qui je pense sont dues au fait que justement il a dû rendre hommage aussi à tous ces musiques de films dont Sam Raimi lui parlait, quoi. Ouais, non mais c'est sûr et certain à mon avis, hein. Bon après par contre, moi j'ai lu qu'il avait fait ensuite par la suite donc des musiques surtout de séries télé. Mais bon, c'est déjà bien, hein, il mange, hein. Sinon, au niveau du maquillage, aussi, où c'est assez intéressant, c'est Tom Sullivan, pareil, c'est un pote à eux. Et c'est pareil, il a dû apprendre justement à faire plein d'effets, à découvrir plein d'idées, de maquillage et tout ça, sur le film et apprendre à se débrouiller avec un budget très petit. En fait, il connaissait pas trop genre la mousse de latex et tout, donc il a appris vraiment plein d'usages à faire avec cette mousse sur ce premier Evil Dead. Enfin, mais c'est génial de voir ce côté. En fait, on a l'impression que c'est une bande de potes passionnés qui font leur film en se marrant et qui apprennent tous ensemble. Et moi, je trouve ça chouette de se dire, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, mais comment on va compenser ça? Et je trouve ça génial, surtout quand on voit le cinéma de maintenant, qui ont plein de fric et qui, au final, ils pourraient faire des plans de fous et font rien. Alors que là, on avait tout le contraire, on avait des passionnés qui, avec peu de choses, arrivaient à faire des séquences qui sont encore marquantes aujourd'hui et qui ont inspiré plein de réalisateurs, de réalisatrices et autres. Bah si, quand même, le cinéma asiatique, des trucs de dingo aujourd'hui encore, mais effectivement, mais après c'était aussi, et d'ailleurs c'est ça qui est marrant aussi, c'est que la saga est un peu, en termes d'effets spéciaux, ils utilisent les mêmes effets, les mêmes techniques qui sont beaucoup plus développées, parce qu'en fait Sam Raimi il aime bien réutiliser les mêmes effets, retravailler en fait la chose, développer, l'adapter pour d'autres scènes, et du coup par exemple la danse des morts on la voit quasiment dans le 2 et le 3, et les techniques vont être développées, vont être différentes, ils vont tester différentes techniques, mais toutes sont physiques. C'est-à-dire fait sur la pellicule, fait avec du stop motion, fait avec... alors que le dernier, le troisième, arrive à une époque où en fait il y a déjà le numérique en fait. Et il aurait pu très bien utiliser le numérique. C'est le début. Ah oui, parce qu'il a fait totalement autre chose. Il a fait un système justement de rétroprojection pour que en fait l'effet soit en même temps qu'il filmait les acteurs, enfin pour qu'il y ait un truc... En fait, ils ont mélangé plusieurs effets à chaque fois. Il y a du stop motion, il y a du maquillage, il y a des effets marionnettes. De cache. Et après, en post-prod, ils ont fait aussi de la surexposition pour rendre plus réalistes les effets, en fait. Pour ajouter de la texture, etc. Et alors, pour la petite histoire, pour Evil Dead 1, ils ont, je crois, un tiers du tournage, c'était de la post-production. Ce qui est dingue pour un budget pour un film de ce budget-là et de cette époque-là. En fait, en général... quand t'as peu de budget, tu mets pas autant dans les effets spéciaux, quoi. Il y a notamment la scène de fin de Evil Dead 1 qui est en stop motion total et qui a pris plusieurs mois, je crois même, à être complètement bouclée. Et c'est vrai que le stop motion, c'est quelque chose qui va recycler perpétuellement. Et puis je rebondis sur ce que tu disais, Faye, à propos du côté expérimental du maquillage, notamment sur le premier Evil Dead. Faut souligner que... en plus d'être un tournage très physique, parce que quand on tourne avec Sam Raimi, on tourne 16 jours sur 7 et H24. En plus de ça, il y a beaucoup de danger, on peut le dire, qui a été pris par l'ensemble du casting au niveau des effets spéciaux. Par exemple, on a appliqué de la peinture acrylique sur le visage des acteurs, ce qui n'est pas franchement recommandé. On leur a aussi on leur a imposé des lentilles de contact pour simuler des yeux de personnages qui seraient possédés par les démons. Sauf qu'à l'époque, c'était des lentilles complètement opaques qui étaient conseillées de porter maximum 2 heures par jour, il me semble. Eux faisaient des journées de 12 heures avec. Donc, plus, véritablement... Avec. Et en plus, ils voyaient rien. C'est pour ça qu'ils ont des mouvements un peu saccadés et qu'ils ont l'air d'être aveugles, c'est parce qu'ils le sont, en fait, ils voient rien.
D'ailleurs, je me demande si c'est pas les mêmes lentilles qui étaient utilisées sur les Fulci, sur sa quadrilogie de la Ah, mort. peut-être. Et d'ailleurs, Peut-être. je trouve que d'ailleurs, il y a une similitude aussi dans les maquillages aussi. Il y a, bon là, c'est de la purée à un moment donné. Sur les Fulci, des fois c'est de la polenta. Mais il y a un côté cinéma italien, un peu bricoleur, artisan en fait. Je trouve qu'on Mais il retrouve me dans semble Evil que Dead. les Giallo, c'est quelque chose qui l'a aussi un peu inspiré, parce que je sais plus où j'ai lu ça, je crois que c'est dans une interview, où il expliquait que justement, il avait aussi regardé des films italiens pour s'inspirer, pour essayer d'avoir en fait un gros... j'ai pas un gros panache, qu'est-ce que je raconte? Un gros éventail, voilà, de différents styles de films d'horreur et voir à chaque fois qu'est-ce que le public retenait, qu'est-ce qui avait impressionné, qu'est-ce qui au contraire n'avait pas marché. Et même, je trouve dans les couleurs, dans certains plans aussi, il y a vraiment des citations justement à ces films italiens. Ainsi que des citations Hitchcockiennes. Hein. Ah bah oui, ça va Ces faire plaisir à animaux XP s'il empaillés nous écoute. notamment. Ah mais j'adore les plans sur ces animaux empaillés. Et tu vois, Dans quand le j'avais 2 vu le particulièrement. premier, mais tu vois, mais quand j'avais vu le premier, je me disais, ah, ce serait trop cool que les animaux y parlent et qu'ils fassent des trucs et tout. Et dans le 2, il l'a fait, j'étais à fond. Ah non, c'est clair. En fait, je crois que... Ouais, et il y a des trucs aussi, des plans de mise en scène qui sont dingues aussi, où en fait, ils passent à travers... Tu vois, la caméra passe à travers le plafond, sous l'escalier, en fait, et qui sont un tas de plans qui n'étaient pas faisables, en plus, avec une caméra... classique 35, déjà ils ont galéré avec une Super 16, apparemment ils ont mis des planches sur des planches et de la vaseline et roule à poule quoi. Ouais, ils ont fait tout un C'est système. Je ça, crois qu'il y avait une histoire de chaise aussi à un moment qui faisait glisser. Enfin, mais des au final, ça caméras rend sur un une truc planche super. qui Mm. après a été beaucoup réutilisé dans par d'autres cinéastes sans budget Ouais. et en fait il a même inventé ils ont inventé la shaky cam quoi, c'est-à-dire que c'était pas utilisé Mm. avant et qu'après ça on s'est dit bah comment on fait pour reproduire ça mais avec Ouais, ouais. Mais t'as même des plans où, par exemple, t'as un personnage qui court et tu vas avoir un gros plan sur sa tête, lui en train de courir, et tu crois qu'en fait, il court. Mais en fait, c'est tout un système où c'est le mec qui va lui-même secouer la caméra pour faire croire, pour donner l'illusion du mouvement. Mais en fait, il bouge pas du tout. Et ça, c'est des techniques, par exemple, voilà, pour les fans de séries télé. Dans Lost, c'est des choses qu'ils ont pas mal reprises aussi, surtout dans le pilote, par exemple. Vous voyez? ah bah oui C'est les séries télé c'est aussi influence. un domaine où t'as pas beaucoup de budget et il faut être inventif. Il faut se débrouiller. Mais le côté, justement, la façon de mettre en image cette force mystique, de lui donner une identité, de faire ces plans subjectifs où nous-mêmes on devient la créature, mais je trouve ça génial parce que c'est hyper dynamique. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a rappelé en fait le générique de Shining de Kubrick, où pendant tout le générique, on a l'impression qu'il y a une espèce Ah oui. de chose, d'oiseau qui suit comme ça la voiture de Jack Nicholson. On sent déjà comme s'il y avait une entité qui le chassait. Et je retrouve la même chose dans ce générique-là, en un peu plus fou, un peu plus rapide. Mais c'est vrai que j'y vois comme une inspiration. Alors, je sais pas s'il l'avait en tête quand il a fait ça, mais je trouve ça génial. Le point de vue du spectateur, je pense qu'on y reviendra au moment de l'analyse, mais le point de vue du spectateur, il est jamais innocent pour moi dans Evil Dead. On n'est jamais vraiment dans la peau des personnages, mais parfois plutôt dans la peau d'une entité démoniaque, et ça rejoint pleinement ce que tu dis. Dans Shining, on a cette impression d'être un être mystique qui plane au-dessus de la voiture, et là, on est un petit peu ce démon qui s'approche des protagonistes. Et donc, on a bien détaillé le contexte, mais peut-être qu'on va préciser aussi à nos auditeurs de quoi on parle et faire un petit résumé de ce qu'est Evil Dead. Alors, est-ce que l'une d'entre vous veut s'y coller? Moi, je veux bien, si vous voulez. Tu veux que je te résume que le premier ou je te fais un super résumé avec les trois d'un coup? Eh, fais-nous ton super résumé, le plus beau de tes résumés. Allez, on va essayer. Donc, on suit les aventures du sémillant H. Williams, Ashley de son vrai nom, qui part dans une cabane au départ avec sa petite amie Linda, sa sœur Cheryl et des potes. Voilà. Bizarrement, bon, ils sont attaqués par une créature qui apparaît après avoir malencontreusement écouté des enregistrements audio qui récitent une formule qui ressuscite les morts. Et donc nos amis vont se faire posséder, attaquer, tuer, jusqu'à qu'il ne reste plus que H à la fin du film,
qui va finalement se faire rattraper par cette entité diabolique. Nous allons donc le suivre ensuite une deuxième nuit dans la cabane dans Evil Dead 2, avec d'abord un résumé des faits qui va virer tout le monde pour ne garder que Linda et notre ami Ash, comme ça c'est plus simple, pour retenir l'essentiel. Il est avec sa copine est morte, les démons l'ont attaqué, et donc dans le film 2, il essaye de survivre, et ça part un peu en tout et n'importe quoi, c'est fou, il y a du sang partout, et alors qu'il pensait qu'il allait mourir, et qu'il s'était coupé la main parce qu'il s'était fait posséder la main par ce démon, arrive la fille d'un mystérieux scientifique qui était en fait l'homme qui avait enregistré la cassette, enfin c'est pas une cassette, la bande, excusez-moi, dans le premier Evil Dead, et elle vient un peu parce qu'elle veut savoir où qu'il est son père, parce qu'il n'a pas répondu à ses messages. Malencontreusement, il est mort et elle découvre que sa maman est possédée par un démon, et donc voilà, les embête pendant tout le film. Il lutte et à la fin il reste que Ash et cette jeune femme, et il trouve finalement la solution dans le livre des morts. Il récite une nouvelle formule qui va faire d'abord apparaître le démon, celui, vous savez, qui les observait comme ça de façon discrète. Donc le démon va apparaître et il va être envoyé dans le temps. Et malheureusement, notre ami Ash va être lui aussi envoyé dans le temps. Et donc dans Evil Dead 3, il se retrouve donc à l'époque du roi Arthur, et il va les aider à combattre les Deadites, c'est ça, si je prononce bien, ces démons donc qui font encore les petits malins. Et donc pour ça, il faut essayer de récupérer l'armée des morts pour pouvoir résister. Mais H, qui est pas très intelligent, pas très futu, le livre, il récupère le livre, il donne la mauvaise formule, et il réveille l'armée des morts, mais pas du bon côté, donc il va falloir les affronter. Bref, ça va être compliqué, surtout qu'à un moment il va devoir affronter son double maléfique. C'est toute une histoire fantastique, mais finalement à la fin, non seulement il arrive à tuer cette armée diabolique, mais en plus il arrive à faire la paix entre Arthur et son ennemi. Si ça, c'est pas génial, c'est une fin un peu, vous voyez, à la Rocky 4. Et là, on a le magicien, parce qu'il y a toujours un magicien à cette époque, qui lui dit « Je te donne une potion, tu prends bien le bon nombre de gouttes qu'il faut, je crois que c'est 6 ou 7, et pas une de plus, parce que sinon, tu pourras pas revenir à ton époque. » Voilà. Et là, il y a une distension, parce que si vous voyez la version internationale, il revient dans le centre commercial où il travaille, et voilà, on a une fin avec du panache, on va dire. Et si vous regardez la fin Director's Cut, qui sont donc tous les deux présents dans le Blu-ray que nous avons eu la chance de voir, donc si vous regardez la version Director's Cut, là on a une fin un peu dans le style Planète des singes. Voilà en gros pour vous résumer. Petite précision, dans la fin commerciale on va dire, en fait c'est pas 3 gouttes qu'il doit prendre, hein. Il doit réciter à nouveau la formule, et il se trompe à nouveau. Et en fait, alors après, c'est libre interprétation, mais dès qu'il arrive dans le présent, il est attaqué par des Deadites. Est-ce que c'est les Deadites qui l'ont suivi, ou est-ce qu'il a foutu la merde dans le monde en récitant à nouveau mal le truc, et il y a une armée, en fait, est-ce qu'il a changé le passé, en fait, tu vois, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà. Alors si on a bien cerné H pendant 3 films, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il a foutu la merde. Je pense aussi, mais j'aurais aimé voir ça, voir Evil Dead 4... genre, c'est la fin du monde, l'apocalypse. Bon, après, on a une pseudo-suite avec la série H versus Evil Dead. C'est vrai, qui est très drôle. Qui est très, très drôle. Vraiment, j'adore. Alors, on l'a dit, le premier Evil Dead, c'est un film, moi, que je qualifierais un peu de guérilla, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend sa caméra. Alors, je simplifie beaucoup, il faut de l'argent pour faire un film. Mais c'est quelqu'un qui a une envie de cinéma, Sam Raimi, qui prend sa caméra, qui emmène ses potes dans le Michigan par un froid de canard, hein, véritablement. Il faisait effroyablement froid sur le tournage. Et qui va faire son film, qui va faire son cri de cinéma. Et c'est véritablement un film qui est fait avec les moyens du bord. On vous l'a détaillé, mais c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, il me semble. Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que quand le premier Evil Dead est sorti, Sam Raimi, il a tout fait pour essayer de le vendre et tout. Il était même allé à Cannes, au marché du film, le montrer.
Et il avait eu la chance que Stephen King voit le film et fasse une super critique dessus, ce qui a permis au film voilà, d'attirer un peu du public. Mais en salle, c'était pas tip top. Par contre, ce qui a fait que le film, il a eu un gros regain et qu'on s'est intéressé un peu plus à lui, c'est avec les sorties vidéo et les vidéoclubs. Je nuance un peu. Sur la sortie en Ouais. salle, il a quand même eu un très gros succès en Angleterre et en Europe. En Italie aussi. Ce qui, spoiler, va l'aider à produire Evil Dead 2. Il a eu un succès en Angleterre jusqu'à ce que le film soit retiré des salles, ceci dit, parce que il y avait des problèmes de censure et Ah, un gros procès à ce moment-là en Angleterre qui convoquait tout un tas de films qui, eux, avaient des bonnes raisons sûrement d'être censurés ou du moins de ne pas être montrés à du public assez ouvert, tandis que Evil Dead était un peu, comment dirais-je, le film qu'on avait rajouté là sans vraiment savoir de quoi il était question. D'ailleurs, il y a dans les échanges, il faut savoir que Sam Raimi est venu en Angleterre pour témoigner, pour essayer de défendre son film. Et la cour qui devait statuer sur la censure ou non du film a tout simplement dit mais pourquoi on écouterait le réalisateur? On n'a pas besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Et Sam Raimi est retourné chez lui sans dire un mot. Et le film n'a pas été interdit au final pendant plusieurs années. Si, absolument. Il faisait partie d'un procès historique en Angleterre qui marquait un peu ces années de censure. Et c'est véritablement, comme tu le disais, enfin, il a connu du succès ailleurs en Europe, comme le disait Sophie. Mais en Angleterre, on va le redécouvrir aussi en VHS finalement, même si en C'est salle, il ça. avait marché un petit peu. C'est ça. Et donc après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Evil Dead, il a fait un film qui s'appelle en français Mort sur le grill, qui était voilà un peu plus dans le côté comique, avec un côté un peu voilà cartoon, qui a pas trop marché. Et c'est en fait donc Robert Tappert qui lui a dit ah, tu devrais revenir sur Evil Dead, ça te ferait du bien et tout ça. Et en fait, au départ, Sam Raimi, il a commencé à bosser sur une histoire qui se passerait dans des temps médiévaux. Et en fait, il commençait à bosser sur ce qui deviendra le 3. Et en fait, entre-temps, il cherchait donc des moyens pour financer son film. Et c'est Stephen King qui a convaincu donc Dino De Laurentiis de financer Evil Dead 2. Et en fait, quand ils sont venus proposer le projet, tu le disais Sophie, ils ont mis en avant justement les chiffres qu'avait fait le film en Italie pour voilà convaincre le producteur. Et le problème, c'est que le producteur, lui, il voulait pas un truc médiéval, il voulait qu'il revienne à la cabane et que ça soit vraiment voilà une suite directe du premier. Il voulait pas que ça parte dans autre chose. Je sais pas si tu veux compléter, vas-y. Si oui, juste dire un mot sur Dino De Laurentiis que les gens connaissent pas forcément tous parce qu'on connaît en général les réalisateurs mais pas forcément les producteurs. C'est un producteur un peu de génie touche à tout de l'époque qui a pas eu que des succès. Hein. Il a enchaîné pas mal sur des gros succès et des fours des fois, mais qui avait le vent en poupe et qui surtout s'intéressait à tous les films de genre en fait. Il a fait Conan, il a fait Dune, qui du coup a sauté sur l'occasion, enfin s'est laissé convaincre par ces huluberlus parce qu'apparemment quand ils sont présentés devant De Laurentiis c'était hyper excité et c'était pas forcément, mais en même temps ça se comprend, les mecs ils ont pas du tout ils ont financé leur premier film eux-mêmes finalement en cherchant l'argent pas du tout auprès de producteurs de cinéma mais auprès de notables de la ville et d'amis de leur père. Et même d'eux-mêmes, parce que genre Bruce Campbell qui avait, je crois, donné de l'argent ou mis en gage, je sais plus, sa maison familiale, je sais pas quoi, pour lui donner de l'argent aussi, justement, à Sam Raimi pour finir le film. Et il a été tellement touché qu'il l'a mis en tant que producteur. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, ils ont eu du mal, quoi. Ils n'ont pas pu faire un Tipeee ou pas pu faire une cagnotte, voilà, en demandant de l'argent pour le film. Du coup, voilà, ils n'étaient pas du tout habitués au cinéma, on va dire, de production, de studio, etc. Et n'étant pas habitués, ils en sont plutôt bien sortis parce que, alors, ils ont dû remplacer une partie de l'équipe technique, notamment le chef-op. Ceci dit, ils ont peut-être pas perdu au change puisque le chef-op qui est sur Evil Dead 2, c'est celui qui a fait aussi Mulholland Drive. Et c'est, franchement, C'est qui? C'est Peter Derming, c'est ça? je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est Peter Darmy. Et en fait, ils l'ont remplacé parce que Dino De Laurentiis voulait pas du gars du premier, parce qu'il pensait qu'il avait pas les épaules pour le faire. Et aussi parce que il n'était pas habitué du tout, le gars du premier, à une caméra 35 qui est beaucoup plus lourde, et il n'aurait pas pu faire les mêmes méthodes qu'il a fait sur le premier. Mais il a essayé à un moment parce qu'ils avaient pris un premier gars pour la photo qui convenait pas, ou il y avait un truc qui marchait pas avec lui, il était parti. Donc Sam Raimi, il avait pris son pote, mais son pote lui a dit effectivement en essayant que il maîtrisait pas bien, et donc c'est pour ça qu'au final ils ont fini avec Peter Darming. Et cette production un peu plus aisée pour Evil Dead 2, qui va leur donner plus de moyens, qui va leur permettre d'aller plus loin dans ce qu'ils voulaient dans les effets visuels, elle va être encore plus appuyée pour Evil Dead 3. Donc au moment où Evil Dead 3 est mis en chantier, il faut dire que Sam Raimi il sort du succès de Darkman, qu'on a évoqué C'est un ça. peu plus tôt, et qui lui a donné une certaine stature à Hollywood, qui a posé son nom en tout cas. Et donc là, il va véritablement pouvoir laisser libre cours à son imagination. Ouais. Pas tant que ça, parce qu'il y a eu des problèmes en fait avec cette production, parce que Dino De Laurentiis, encore lui, il a été pas en procès, mais enfin, il s'entendait pas bien. Je crois que c'était avec Universal, qui à l'époque voulait en fait faire Dragon Rouge, et lui il possédait les droits sur Le Silence des Agneaux. Et ils n'arrivaient pas à trouver un accord, et en fait ils utilisaient Evil Dead comme moyen de pression. Et donc ça a causé des soucis pendant le tournage. Ils ont dû changer certains lieux de tournage pour aller dans des endroits qui étaient moins chers. Le film a été repoussé plein de fois. Au départ, il devait sortir, je crois, attendez que je vous dise ça. Il devait sortir, je crois, en 91 ou 92, et puis finalement, il est sorti en 93. Vraiment, c'était compliqué. Il y avait Bruce Campbell, ça le faisait déprimer de voir ça. Et en plus, ils ont obligé, donc comme je vous ai expliqué avec le résumé, ils ont obligé aussi Sam Raimi à changer la fin. C'est Dino De Laurentiis qui lui a dit que, soi-disant, sa fin originale, donc qui était une fin apocalyptique, ça n'allait pas, et qu'il fallait un truc justement qui remette Ash en badass, voilà, à la fin du film. Enfin, il y a eu vraiment pas mal de choses. Je trouve pas ça si badass que ça, parce qu'au final, il Moi revient, non il est plus, mais bon. employé de supermarché, et en fait, en gros, le mec, il dit basiquement, j'ai renoncé à être roi ou héros dans les temps médiévaux pour venir à une vie de merde, en fait, limite. Que tu comprends après dans la série, en fait, qu'il aime cette vie normale, en fait, et que il veut pas être héros, en fait, Ash. Il veut pas avoir des responsabilités, etc. Et tu peux avoir un doute dans le 1, parce que dans le 1, en fait, il est tellement pris par les événements, et au final, bizarrement, en fait, le personnage de Ash n'est pas si creusé que ça dans le 1, en fait, puisque finalement, t'es vachement concentré sur qu'il y a un procédé de psychose, ça, où tu suis un premier personnage qui, en fait, va se faire tuer, et après, en fait, tu découvres que l'héroïne, c'est pas celle que tu croyais. Et dans le premier, c'est ça, en fait, tu penses que c'est sa sœur, et l'autre couple, en fait, qui sont les héros, puisque c'est eux qu'on suit plus, et au final, il s'avère que, non, le héros, c'est Ash. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que aussi Ash est la première Scream Queen masculin dans un film d'horreur, parce qu'à l'époque, les Final Girls, c'était des girls, justement, c'était des filles, et Ash, c'est un peu le premier, c'est un homme, du coup. Écoute, pour les studios, en tout cas, c'était badass pour le studio. Mais moi, j'ai entendu dire qu'ils voulaient une happy end. Ah bah écoute, c'est vachement happy là, enfin, pas de souci. Apparemment, dans les premières ébauches du script, Sam Raimi allait même encore plus loin dans le contre-pied, parce que j'ai pu voir Bruce Campbell en interview qui disait que au moment de la conception du scénario du premier Evil Dead, Ash était censé être une espèce de nerd en fait. Et ça explique peut-être pourquoi dans Evil Dead 3 il a un bouquin de chimie dans le coffre de sa voiture, ce qui semble un peu improbable lorsqu'on voit le personnage. Mais il souhaitait en tout cas prendre ce contre-pied et ne pas s'appuyer sur des personnages qui auraient une plastique fabuleuse. Alors manque de peau pour lui, son meilleur ami était quand même assez séduisant, on va pas se mentir, Bruce Campbell est un bel homme. Mais apparemment l'ambition était tout autre à la base. Mais tu sais qu'à la base, ils devaient en fait tous être dans la cabane et fumer des joints. Et ces débiles, ils avaient pris des vrais joints qu'ils ont fumés. Et en fait, ils étaient tellement pétés que ils ont dû couper la scène et attendre qu'ils se calment pour retourner autrement, parce que c'était pas possible. Est-ce qu'ils auraient pas recyclé cette idée dans le remake? Ah ça m'étonnerait pas.
Les spiritueux sont décidément au centre du tournage parce que sur Evil Dead 1, ils avaient l'habitude de boire aussi ce qu'on appelle le moonshine, c'est de l'alcool de contrebande local, particulièrement corsé, d'après ce que dit Bruce Campbell, et ils C'est pas avaient un l'habitude alcool donc, qui peut rendre aveugle, ce truc-là? bah, en fait, oui, c'est un peu C'est en trop fonction de de... qui le distille dans sa grange, Ouais, quoi, tu vois. ouais. Donc, c'est vraiment un truc artisanal. C'est l'équivalent de Moi l'eau qui de suis vie. lorrain, on a la Mirabelle chez nous, bah, c'est un peu ça, quoi. Putain, Mais super. pour tenir les journées de tournage, ils avaient l'habitude d'en boire un peu. Et au début d'Evil Dead 1, on les voit, si vous vous rappelez bien, dans la voiture, donc cette fameuse voiture qu'on va suivre tout au fil de la trilogie. Je te coupe 2 secondes, c'était la voiture de Sam Raimi d'ailleurs, cette voiture. Ouais. Et elle est dans presque tous ses films. Mm. Même dans Spider-Man, même dans Darkman. Mm. Si vous regardez attentivement, elle est présente. Comme Et Bruce Campbell. comme Bruce Campbell. Et dans cette voiture, donc au début de Evil Dead 1, on voit Ash boire dans un bocal un liquide transparent. Ça n'est pas de l'eau. C'est justement dans ces bocaux qu'on avait l'habitude de ranger le moonshine. Ah bah c'est pour tenir avec le froid, non, j'imagine. Oui, c'est ça. Au départ, c'était pour ça. Après, bon, bah, voilà. J'ai vu récemment un film polonais, je crois, Mhm. où justement toute l'équipe technique buvait de l'alcool à cause du froid. Et en fait, du coup, le thème du film, c'est devenu l'alcool. Et il est vachement mieux en plus. Le film. Tu fais comment tu peux faire... Faut tenir du génie pour faire un bon film en temps ivre, je pense. Apportez-nous une caméra et une bouteille, on s'y met tout Mais de ça suite. explique peut-être pourquoi la caméra est aussi débulée dans le premier et c'est pas autant le cas dans le 2 et le 3. Ouais, bah, il compensait le manque d'argent aussi en utilisant des Oui, mouvements bien de sûr, c'est caméra. fait Et bon, exprès. bah, il Mais, avait moins besoin dans les autres, quoi. Mm. Après, ce qu'on peut dire sur le 3 au niveau des nouveaux aussi, c'est par exemple à la photo, on a Bill Pop. Je pense que vous le connaissez sûrement parce qu'on a reparlé de lui récemment dans plein d'émissions, parce que c'est lui qui était sur les Matrix, par exemple, hein, Mm. pour vous donner un avis récent, parce que je sais qu'il est revenu dans l'actualité. Au niveau de la musique, on a toujours le même compositeur et il y a Danny Elfman en plus. Je Voilà. fais juste une petite parenthèse sur le Mhm. chef-op. Il était déjà assez célèbre à l'époque et il coûtait tellement cher qu'il ne pouvait pas l'embaucher le week-end. Et que du coup, il y avait un autre chef-op qui a remplacé le week-end. Et ce qui donne du coup, il y a certains trucs qui sont un peu différents entre le fait que le décor du château était un peu compliqué. C'était un vrai décor de château sur lequel on avait mis des caches pour remplacer les parties pour le rendre plus grand et plus imposant. Et du coup, certains plans sur le château sont peut-être moins, avec les effets spéciaux et le fait que le mec était pas forcément là tout le temps, moins beau que par exemple, moi je trouve que la séquence dans le cimetière est magnifique, quoi. Ah oui. Elle a un petit côté Tim Burton, en sachant qu'il y a la musique de Mais Danny Elfman en tellement. plus. Mais tellement, il y a plein de trucs dans le film où tu penses à Tim Burton justement dès qu'il y a des squelettes, le truc du cimetière comme tu as dit. Enfin, non mais c'est dingue. Il y a même des fois où tu penses à Ray Harryhausen justement Oui, avec c'est un hommage. Jason et l'Argonaute. Enfin, il me semble Tout que à sur fait, les oui. effets, sur le maquillage et les effets, on avait Robert Kurtzman, Howard Berger et Greg Nicodero qui, en Nicotero. fait, ouais, merci. Nico, t'as dit quoi? Nicotero. Théro, merci. Voilà, et eux, en fait, c'est toute une bande qui ont fait un studio et qui font notamment, en ce moment, tiens, les effets spéciaux sur Walking Dead, hein, pour vous resituer avec un truc récent. Et ils ont commencé donc avec l'armée des morts, donc ça c'est chouette. Ouais. Et d'ailleurs, au début, ils avaient voulu faire, en se disant, on va essayer de faire quelque chose de simple, vu que c'est une armée avec beaucoup de figurants, on va leur mettre un costume noir avec dessus peint un squelette et ça passera. Et en fait, ils se sont rendus compte à l'image que ça rendait pas du tout, et du coup, ils se sont dit, ah tiens, Jason et l'Argonaute, ça rendait bien, etc. On va essayer de refaire les mêmes techniques. Et du coup, ils sont inspirés vachement des techniques de Ray Harryhausen. Harryhausen. J'ai mal pensé, pardon. Et du coup, ils sont tournés vers des effets à l'ancienne, en fait, de films qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes, pour essayer de mieux rendre que des effets plus cheap, on va dire, qu'ils avaient pensé au début, quoi.
ils sont même allés plus loin dans le petit clin d'œil à Ray Harryhausen. Il n'est pas forcément volontaire, mais la caméra qui est utilisée pour les séquences de stop motion dans Evil Dead 2 est exactement la même caméra que celle qu'utilisait Ray Harryhausen sur Jason et les Argonautes pour une animation, vous l'avez dit, qui est assez similaire. C'est-à-dire que dans Jason et les Argonautes, c'était déjà des squelettes qui s'animaient en stop motion. Mais dans le 2, c'est moins poussé que dans le 3. Hein. Parce que dans le 2, c'est, tu vois que c'est de la surimpression, tu vois les effets un peu plus que dans le 3, où là, c'est vraiment... ils sont vraiment galérés, et surtout que t'as des scènes de combat, quoi, à l'épée, avec des squelettes, et notamment... Parce que moi, quand j'ai vu le 3, et je l'ai revu récemment, en plus en pleine def, etc., et je me dis... j'étais encore persuadée qu'il y avait quelqu'un sous le costume du double maléfique de H, mais apparemment non, c'est un animatronique et ils sont galérés pour que ça rende bien les mouvements, et apparemment c'était tellement difficile de rendre bien les mouvements et tout qu'ils l'appelaient The Drunk One, parce qu'il avait l'air d'un type bourré en fait quand il se déplaçait, alors qu'en fait vu sa corpulence je fais mais en fait t'aurais pu mettre un mec en dessous quoi. Moi j'étais persuadée que c'était Bruce Campbell en dessous. Bah moi aussi. Mais par contre, Bruce Campbell, il a animé son double. C'est quand t'as la scène où justement il y a la tête de son double là, qui commence à sortir. Et en fait, c'est un animatronique et c'est lui avec sa main qui animait l'autre lui-même en fait. Quoi. Mais il est fou. Enfin, mais cette scène avec ses doubles, c'est trop fort. Genre toute la scène justement là où il est dans le moulin, où il voit plein de petites versions de lui-même et tout. Mais c'est tellement un truc qu'on pourrait voir dans un cartoon, genre du Tex Avery ou voilà, même les Bunny, machin comme ça. Ah ouais, mais totalement. Et puis encore une fois, un travail de folie de Bruce Campbell. Enfin, elle me fait mourir de rire cette scène, quoi. Justement, si on balaye un peu les influences de Sam Raimi, il faut mentionner les Trois Stooges. On vous l'avait dit en début de podcast, mais l'humour très potache des Trois Stooges est présent. Alors, il y a quelque chose d'assez symbolique. C'est par exemple la façon dont Ash se fait piquer les yeux. On lui met les doigts dans l'œil. C'est typiquement un gag des Trois Stooges. Et puis, le clin d'œil, il veut même le pousser un peu plus loin, Sam Raimi, parce que si vous regardez le générique de fin de Evil Dead 1, en fait, il y a ce qu'il désigne en tant que fake champ. Donc en fait, dans Evil Dead, les personnes qui sont désignées ainsi, c'est les personnes qui ont été utilisées pour les reshoots, qui étaient très maquillées parce que les acteurs n'étaient plus présents et qu'il fallait faire les reshoots. Donc. Et en fait, le terme fake champ, on le doit aussi aux Trois Stooges. Quand sur la fin de leur carrière, l'un des membres du trio est mort, on utilisait des personnages très costumés pour le remplacer. Et c'est pour ça que Sam Raimi a voulu réutiliser ce terme. Et c'est vraiment... les Trois Stooges, c'est vraiment peut-être... alors évidemment, on parle de cinéma d'horreur, donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes, mais vraiment une influence majeure de Evil Dead. Ah mais c'est une influence majeure de tout Sam Raimi. Après, juste, je me permets pour resituer pour nos auditeurs qui connaîtraient pas trop, je crois qu'en français, vous pouvez retrouver des courts-métrages, donc c'était dans les années 20, enfin c'était à l'époque du muet, si je me rappelle bien, et que je vous dis pas de bêtises, mais il y a des courts-métrages qu'on peut retrouver sous le titre Les Trois Corneaux. J'avais vu ça en fac. Et c'est très, bon, c'est du burlesque, mais c'est un humour qui va reposer beaucoup sur le physique, les petites blagounettes, voilà, comme tu l'as très bien expliqué, le coup de mettre les doigts dans les yeux, des claques, des chutes, des trucs comme ça. Aux États-Unis, ils appellent ça le splatter comedy. Oui. On pourrait traduire par la tarte à la crème, en fait. Alors, dit comme ça fait très négatif, hein, tarte à la crème. Mais en gros, c'est littéralement se prendre des tartes à la crème dans la tronche. C'est un peu... Finalement, c'est aussi un peu l'humour aussi qu'il y avait... de finesse. Ah bah ça. Mais c'est vrai que tout cet humour-là par le corps, il y a aussi, je crois, Buster Keaton qui l'a inspiré. Oui. Ça, surtout le caractère de H, en fait, dans le premier particulièrement, où c'est un caractère de naïf romantique, en fait, qui va s'en prendre plein la tronche dans sa démarche romantique, en fait, parce que au final, il aurait pu se tirer assez vite, mais il reste. Parce que il aime c'est pas sa fiancée mais sa petite amie, et en fait il refuse de quitter, et du coup après elle va lui faire payer tellement cher d'être resté, et du coup dans cette veine là t'as vraiment une inspiration à Buster Keaton, en plus du fait d'être dans la physicalité comme tu dis, voilà. Ouais. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a énormément de références à plein de cinémas.
tout à l'heure, on parlait de Evil Dead 2 quand on voit sa copine qui sort de la tombe et qui se met à danser, là, qui récupère sa tête et qui se met à danser. Pour moi, c'est une référence à Metropolis quand on a le robot de Maria qui commence à faire une espèce de danse sexy là, en bougeant un peu comme exactement pareil que dans Evil Dead 2. Enfin, il y a des références à Buñuel aussi, j'avais vu. T'as des références aussi aux monstres d'Universal. Ah oui. Notamment au monstre de Frankenstein avec le moulin, mais aussi au film de Robert Wise aussi, et puis évidemment à Lovecraft, à Freddy, parce qu'on voit une petite main de Freddy dans la cave dans le 2, au moment où il retourne dans la cave. Et juste attends, je me permets de t'interrompre sur Lovecraft. Ce qui est intéressant, c'est justement quand il cherchait un récit, une idée pour lancer Evil Dead après avoir fini son petit truc d'analyse. Il est tombé sur elle, il a dit tiens, le Necronomicon, mais c'est sympa ça, allez hop, je prends l'idée, en fait, très bien, et hop, dessus, je fais le truc. Il avait étudié Lovecraft à la fac en fait. En plus, tu vois, ça lui a rappelé ses cours, et tiens, allez hop. Non mais je trouve ça trop bien, c'est genre ça c'est très bien, ça un livre, allez hop on va le reprendre. Mais et même le concept en fait, le concept de possession par une espèce de démon, enfin c'est vraiment une histoire Lovecraftienne en fait, si tu dépouilles l'humour etc, c'est quelque chose qu'aurait pu prendre Lovecraft en fait. Mais tu vois, on parle, il a tellement plein de références, mais il va pas se contenter de nous les mettre comme ça, comme certains films modernes ou certaines séries se passant dans les années 80 par exemple, pour pas citer. Mais il les a digérés, il a réfléchi, il s'est posé la question de genre, cette scène-là, pourquoi elle a été faite comme ça, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle veut dire. Il a digéré tout ça et il s'est dit, tiens, comment je peux rendre hommage, comment je peux réutiliser, mais en le mettant à ma sauce. C'est vrai. Mais des fois, t'as des citations qui sont un peu plus quand même évidentes, comme Massacre en tronçonneuse, en fait, ou La cabane, où on trouve la tronçonneuse. C'est une référence directe à Massacre à la tronçonneuse, qui est très évidente parce qu'il y a des trucs qui pendent, etc. Et voilà. Et t'as carrément une affiche de la colline à des yeux dans la cave, qui a à moitié déchirée. Et alors, pour la petite histoire, ils ont mis cette affiche en disant justement dans la colline à des yeux, tu vois une affiche de Jaws. Et dans leur tête, c'était dit, mais s'il a mis une affiche de Jaws, c'était pour dire qu'en fait, Colline à des yeux était plus effrayant que Jaws. Et donc, du coup, ils ont mis l'affiche de la Colline à des yeux pour dire que leur film allait être plus effrayant que la Colline à des yeux. C'était un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est assez drôle. Ils sont trop forts. Et le gant de Freddy, c'est pour dire que c'est plus drôle que Freddy avec ses super punchlines. Peut-être, va savoir. Et on en avait parlé, mais le fameux arbre, c'est une référence au manga. Tu veux nous en dire plus? Oui. Ne nous aventurons pas sur ce terrain. Ça a traumatisé l'actrice qui a joué cette scène d'ailleurs. Elle a refusé de parler de cette scène pendant très longtemps avant de comprendre un peu le second degré et l'humour qu'il y avait, qui sur le coup est un humour assez potache, on va le dire. Ouais. En fait, tout l'humour du premier est très dark en fait, parce que aujourd'hui on en rigole beaucoup plus parce que les effets ont un peu vieilli et que du coup ça permet plus de détachement. Mais à l'époque c'était vraiment c'est du splatter comédie mais appliqué vraiment au gore quoi. C'est pas genre il a pas essayé de faire une comédie horrifique, il a appliqué les mécaniques de l'humour dans l'horreur en fait. Et c'est pour ça que c'est différent de toutes les comédies horrifiques d'autres genres qu'on a pu voir, c'est qu'en fait il essaye pas de faire en général dans une comédie horrifique t'as une scène d'humour, une scène d'horreur, une scène d'humour, une scène d'horreur, et ce qui permet de désamorcer l'humour et de renforcer les scènes d'horreur. Mais là en fait les deux sont vraiment intrinsèquement mêlés en fait, tu peux pas séparer l'un de l'autre en fait. Et du coup ça donne un aspect la scène de viol elle est pas vraiment drôle en fait, elle est sensuelle en fait même, et jusqu'au moment où ça devient vraiment horrifique. Et en fait, là où ça devient plus ou moins drôle, et encore, est-ce que tu peux rire à ce moment-là, c'est quand, en fait, elle raconte ce qui s'est passé et que les autres ne la croient pas, et en fait, que en fait, tu comprends qu'elle a complètement raison et qu'ils sont complètement dans l'erreur, surtout qu'en plus, il y a un connard de service dans le 1 qu'on retrouve pas forcément. Si, dans le 2 aussi, t'as un connard de service. En fait, dans tous les Evil Dead, il y a des connards de service. Il y a toujours des connards. Même si dans le 3, c'est un peu H, le connard de service. Même dans la vie. Ouais. Mais ce qui est intéressant sur cette scène-là, c'est que par exemple, il y a des bruits de gémissements qui ont en fait été rajoutés après. C'est-à-dire que c'est pas l'actrice qui les a fait, il les a rajoutés après. Et l'actrice, elle a découvert ces sons-là en voyant le film. Et moi,
pour moi, cette scène de viol, c'est frontalement la possession. C'est-à-dire que souvent, on a tendance de dire quand c'est une jeune fille qui se fait posséder par une entité, c'est quelque part un viol d'elle-même. On peut le voir comme une métaphore. Et là, il nous le montre franchement. C'est-à-dire, elle se fait violer par un arbre et après, on voit qu'elle est possédée. Et c'est frontalement, il nous montre ce que ça fait d'être voilà, meurtri totalement dans son âme. Il le montre sans... voilà, il dit, vous voulez une possession? Bah voilà, je vous montre ce que c'est la possession. C'est pas la gamine qui est dans son lit là en train de vomir du verre, c'est ça la possession. Voilà, il y va frontalement et je trouve ça, je trouve ça intelligent parce que souvent dans plein de films de possession, ça va être suggéré que le viol peut, oui, la possession peut être une métaphore de viol. Et là, il y va franco. Ouais, c'est vrai que dans l'exorcisme même, en fait, alors j'avoue que c'est une analyse que j'ai entendue, mais faudrait que je regarde le fait à nouveau pour vérifier, mais où justement, apparemment, il y a l'ami de enfin le réalisateur justement, parce que la maman est comédienne. En fait, le réalisateur, tu vois qu'il rentre à un moment donné dans une pièce, et en fait, si tu calcules bien, c'est censé être la chambre en fait de la gamine, et pas longtemps après, en plus, il meurt le mec, et c'est pas longtemps après qu'elle soit fait posséder. Donc tu peux penser que c'est une histoire de possession basique, ou alors de gamine qui est violée et traumatisée, etc. quoi. Ouais. J'aimerais rebondir sur cette histoire de possession parce que les personnages qui sont présents à l'écran dans Evil Dead sont les possédés, mais qui est le possesseur, entre guillemets? J'ai envie de poser la question parce que moi, il y a deux choses qui m'ont marqué quand j'ai découvert Evil Dead. C'est que je suis assez vieux pour avoir découvert le premier sur VHS. Et c'est Edgar Wright dans les bonus qui a le même ressenti que moi, c'est-à-dire que quand on découvrait Evil Dead sur une VHS un peu crade à l'époque, finalement le Book of the Dead, on avait l'impression que c'était un peu la VHS qu'on avait dans notre magnétoscope parce qu'elle avait un aspect voilà, crade, sale, dégueulasse. Mais j'ai l'impression que ça c'est aussi présent dans la mise en scène de Sam Raimi parce qu'il y a véritablement une avalanche de caméras subjectives qui parcourent la forêt, qui foncent vers les protagonistes, qui plongent dans leur gorge même, qui va nous renvoyer un peu à ce statut. Puis il y a aussi le fait que la maison est presque un visage humain, par moment, par surimpression de l'image, d'ailleurs on le suggère. Donc j'ai vraiment l'impression que l'une des forces de Evil Dead, c'est de faire de nous cette entité maléfique. Finalement, aussi à mesure que la caméra se balade, par exemple, dans les décors, parfois, on entend des crissements de planches de bois. Donc il y a véritablement cette espèce de ce qu'on appelle le body awareness en anglais, je ne sais pas comment le traduire en français, la conscience du corps, si vous voulez. Mais finalement, cet être qu'on ne voit jamais, on l'éprouve en étant à travers son regard. J'ai eu l'impression. Déjà, alors Sam Raimi est un amoureux du point of view, c'est-à-dire la caméra au point de vue subjectif. C'est-à-dire, les spectateurs ont l'impression de se retrouver à la place, pour le coup, en général, c'est utilisé pour le méchant. En général, on l'utilise souvent dans les thrillers pour la place des yeux du tueur, pour pas montrer tout de suite le tueur, et pour faire naître l'attention. Et là, en fait, en l'occurrence, dès le début, on a cette caméra, le film commence là-dessus, le premier, sur une caméra qui fonce dans la forêt, et au moment en fait où elle s'approche de la voiture, c'est le moment où la voiture a un problème, et en fait le volant est bloqué, et il manque de rentrer dans un camion qui est en face. Et dès le début, ça suggère en fait qu'il y a une menace invisible et impalpable, mais la caméra subjective va changer au fur et à mesure du film, elle va être aussi du point de vue des héros, avant qu'ils soient possédés, et après qu'ils soient possédés. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, du coup, elle nous met au point de vue de tout le monde, en fait, aussi bien des gentils que du méchant. Et le méchant, bon, on comprendra dans les suites que c'est un démon, mais au final, c'est un démon qui prend possession des vivants, et de tous les vivants, donc y compris peut-être aussi le spectateur, effectivement, pour rejoindre ce que tu disais. Non, mais c'est assez intéressant ce que tu dis. Il y a aussi, tu vois, on parlait du rapport avec le public, c'est aussi, tu vois, l'intérêt morbide du public de voir justement des jeunes idiots se faire tuer, d'en demander toujours un peu plus, tu vois, dans la violence. C'est quelque part, en fait, nous placer dans la peau de ce bourreau, de ce tortureur, ça n'existe pas de
oui, de ce bourreau, on va dire ça comme ça, je suis fatiguée ce soir, de ce gars qui se régale avec un bol de popcorn de voir voilà, des morts de plus en plus gore, mais en même temps aussi, ça peut être le mal qui est dans tous ces jeunes, ça peut être l'alcool qu'ils boivent, ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses en fait. Et c'est ça qui est intéressant, ça peut être la folie, parce que des fois, on va avoir une jeune fille, mais on ne sait pas qui la regarde, ça peut être un des jeunes garçons voilà, qui est un peu intéressé. C'est assez intéressant. Par exemple, quand tu prends les cas dans les facs aux États-Unis où il y a beaucoup de viols, tu peux aussi te dire que peut-être l'arbre, c'est peut-être un des jeunes qui a fait des bêtises en donnant à boire à une des jeunes filles. Enfin, tu peux imaginer plein de choses, tu peux voir plein de métaphores, plein de choses. Après, bon, là, on est dans l'angle du fantastique, donc c'est un démon. Mais je trouve que cette caméra, le fait de ne pas donner de visage à cette créature, ça peut être nous. Ça peut être un peu aussi une métaphore. Alors là, vous allez me dire quoi, elle parle de ça, mais elle est folle. Mais ça peut être un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, avec l'anneau qui est un peu révélateur du mal qui est déjà en nous. C'est un mal extérieur, mais aussi un mal à l'intérieur qui va rejaillir. Et là, peut-être cette caméra, ce démon, c'est un peu la même chose. Mais ce que tu disais sur le corps, en fait, c'est au-delà de la caméra subjective, il y a aussi une manière de filmer qui est dans... alors, on peut y voir du burlesque, et il y en a, évidemment, mais il y a aussi une recherche d'exprimer les émotions des personnages par la caméra et la mise en scène. C'est-à-dire que quand un personnage est effrayé, t'as la caméra qui arrive très rapidement sur son visage et qui vient souligner son émotion, et quelque chose en fait qui est très proche du cinéma muet en fait, où à l'époque il n'y avait pas le son et la musique pour renforcer les émotions, donc tout passait par la mise en scène et le jeu des acteurs. Et vraiment, dans la saga d'Evil Dead, il y a de ça, et il n'y a pas que dans la saga d'Evil Dead, parce que je trouve que dans Spider-Man 3, il y a aussi une réflexion sur le jeu d'acteur, et justement sur est-ce qu'on cabotine ou pas, est-ce qu'il faut jouer finement ou pas, et en fait, Sam Raimi, apparemment, il avait joué dans ses premiers films, et lui, il est plutôt à en faire... des caisses plutôt que être de la subtilité, et c'est visiblement aussi dans ses inspirations cinématographiques qui parlent aussi, et puis il y a un côté évidemment cartoon aussi, et dans le cartoon ça rejoint le physique, ça rejoint les expressions qui sont accentuées, et de faire ressentir aux spectateurs les émotions des personnages, quoi, de manière expressive, quoi. Alors, tu nous parlais de gags et de films qui est vraiment très organique, et je trouve que c'est aussi appuyé par l'avalanche de liquide qu'il y a présent à l'écran. Donc, en général, c'est des grands geysers de sang, mais ça n'est pas toujours du sang. Des fois, c'est du liquide noir, du liquide vert, et même du liquide blanc. Et là, c'est le moment où je suis un petit peu en roue libre et où je vais me laisser aller à une interprétation personnelle que j'ai du film. Pour moi, souvent, quand je vois Evil Dead, ça me rappelle un peu un film qui parlerait du passage à l'âge adulte. Et là, quand je parle de passage à l'âge adulte et de liquide blanc, je n'ai pas besoin de souligner ce que je dis. Alors, il faut savoir que ces liquides blancs, ils n'étaient pas forcément voulus en permanence. Certaines fois, en fait, c'était la sueur des acteurs qui dégoulinaient de leurs costumes et qui mélangeaient au talc duquel on les recouvrait, donnait cet aspect blanc. N'empêche que c'est présent à l'écran. Et ma métaphore du passage à l'âge adulte, je vais la pousser un peu plus loin et l'appuyer par des éléments un peu plus ragoûtants. Parce qu'en fait, les personnages qui entourent Ash, que ce soit principalement dans le 1 en tout cas, ce sont des espèces de grands adolescents un petit peu idiots, il faut bien le dire. Alors il y a cette fille un peu rêveuse qui est toute seule dans son coin, qui n'est pas forcément idiote, mais qui en tout cas est très inscrite dans l'adolescence. Et puis il y a surtout ce couple d'amis qui est avec lui et qui pense... clairement qu'à batifoler. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'immaturité. Et là où ça m'interpelle toujours quand je revois Evil Dead, c'est la scène où Linda, donc la petite amie de Ash, se fait posséder. Et où en fait, au moment où elle est possédée, elle se met à rire, mais à rire comme une enfant. Et là, Ash, tant qu'elle rigole comme une enfant, il va lui coller des mandales pas possibles. Par contre, à partir du moment où elle reprend son visage plus adulte, où elle reprend son visage où elle n'est plus maquillée en monstre, là, il va ne plus pouvoir la frapper avant qu'elle redevienne une fois de plus avec son rire enfant et qu'il la refrappe de nouveau. Donc j'ai toujours l'impression, au moins très légèrement, on va le dire, il y a une certaine conscience dans Evil Dead du public envers lequel on s'adresse et du fait qu'on s'adresse à des jeunes et que si ce n'est apporter une réflexion à leur maturité, on leur propose en tout cas quelque chose qui va leur parler. Non, mais c'est pas bête ce que tu dis, hein. Et puis même, tu as ce côté aussi masculinité
très affirmé. Tu vois, dans le 3, genre, quand il arrive, il se la pète en mode ah, regardez, je suis trop badass, j'ai mon boomstick, enfin, comment on appelle son machin pour tirer. Il a sa tronçonneuse, il C'est arrive, vrai tu que vois, il les se la images pète, genre, sexuelles, ah, je suis maintenant, trop quand on en baston. parle, sont très présentes quand même. Ah ouais, ouais. Non, non, mais le gars, il s'affirme vachement, genre, c'est moi qui contrôle tout et tout, alors qu'en fait, bah, il n'est pas si balèze que ça, parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, s'il peut se barrer en courant, Ouais. il va le faire. Et ça aussi, c'est un truc qui peut être assez adolescent, parce qu'à cet âge-là, on a l'impression que, genre, on est badass, qu'on est adulte, qu'on va tout faire, et puis quand il y a des grosses difficultés, on a encore du mal à les affronter. Mais bon, c'est pareil aussi pour certains adultes, mais c'est intéressant de voir en fait ce regard de Sam Raimi sur la société au travers justement du personnage de Ash, parce que quelque part il se moque un peu de ce côté-là hyper ouais, moi je crains rien, regardez comme je tue les vilains avec style et panache et tout. Mm. Et à chaque fois il va se moquer de ça en fait. Bah, c'est vrai que Ash, surtout quand tu regardes après la série, c'est vraiment le personnage qui refuse de grandir en fait, Mm. qui va se complaire dans un comportement d'adolescent attardé au final. Et du coup, tu peux te poser la question effectivement, est-ce que finalement la possession, c'est pas le passage à l'âge adulte auquel résiste envers et contre tout Ash, parce qu'il y a plein de moments où normalement il aurait dû être possédé et il l'est pas en fait. Donc Bah, même regarde quand il est possédé, par exemple le fait que ça soit sa main qui Mm. soit possédée. Si on en revient avec les liquides blancs et compagnie, c'est quelque part, genre, il refuse le désir sexuel et donc il se coupe la main pour pas, voilà, se faire plaisir, on va dire. Voilà. Mais on peut le voir aussi comme ça. C'est genre, je refuse de grandir, je refuse d'avoir ces désirs-là, et hop, je me coupe la main. Donc je trouve ça... Non, mais il y a plein de trucs super intéressants quand je vois qu'il y a des gens qui pensent que Evil Dead est débile. c'est vrai qu'il refuse en plus dans le 2, quand elle danse, Linda, elle refuse l'invitation. Donc il y a vraiment quelque chose de... Et même avec Sheila, où genre c'est dans le 3 où c'est pas impossible, et finalement c'est son double maléfique qui va concrétiser avec la belle en fait. Qui n'en veut Ça rien. dépend de De la version. Dans la Director's Cut, par exemple, il a une scène un peu à la Conan le Barbare avec elle où, où voilà quoi, il profite un peu. Bah, même dans la version censurée commerciale, on va dire, en fait, tu vois bien qu'ils commencent à s'embrasser, et après, la scène suivante où on la voit, elle est possédée. Et bon, on sait bien qu'il faut un contact physique prolongé pour qu'il y ait possession. Donc, un échange de Ah oui, fluide. non, mais dans la Director's Cut, par exemple, la scène dans le cimetière et tout ça, c'est obvious que oui, effectivement, il lui a fait touche pipi pour qu'elle soit possédée, tu vois, Et en pour plus, le dire ça se gentiment. sent, que ce soit la version commerciale ou Director's Cut, que c'est pas consenti en plus. Hein. Le Oui. consentement, il Ah s'assoit dessus. mais oui. Oui, clairement. Ah oui, oui, il l'hypnotise pour qu'elle se taise, quoi, tu vois, c'est... Je rebondis sur le passage à l'âge adulte et l'envie de ne pas vieillir. Attention, transition man. Et est-ce que finalement, cette envie de ne pas grandir, c'est un peu ce qui a alimenté ce qu'est le début d'Evil Dead 2, c'est-à-dire une espèce de remake du premier, ou du moins de version condensée de 30 minutes. Alors on l'a dit, il y avait des contraintes de production, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'envie de revenir sur ce qui avait fait une certaine gloire de Sam Raimi, et le fait de vouloir revisiter ce qu'il a rendu célèbre à l'époque, et de vouloir en livrer la version de ce qu'il était devenu avec sa maturité d'homme de ce moment-là. Ah mais c'est totalement ça, enfin tout Evil Dead c'est totalement ça. C'est Sam Raimi, comme on le disait au début, qui à chaque film réinterprète son histoire de départ et montre ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça que tu vois, sur le plan j'avais appelé ça variation sur le même thème, parce que pour moi c'est genre la peur, comment est-ce que je peux la traiter. Et on voit que la peur ou l'horreur, c'est soit frontalement avec Avant un que film qui fait parte très peur. sur les variations, juste, moi je pense que au-delà de faire de réexplorer, de vouloir remontrer quelque chose d'autre de plus abouti, je pense qu'il y a aussi la frustration de ne pas avoir pu faire tout ce qu'il voulait dans le premier, qui on a dit les circonstances de production étaient vraiment très compliquées, très difficiles. Il y a la moitié du casting et même du reste de la production qui s'est barré en cours de route parce qu'ils n'avaient pas l'eau courante. Ils avaient donc pas de quoi se nettoyer, pas de quoi se chauffer, c'était vraiment infernal ce tournage, et forcément à la fin il restait quasiment plus que
le cœur de l'équipe en fait qui va se retrouver sur tous les autres. Et du coup, de ces difficultés, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait en fait, Sam Raimi. Et du coup, dans le 2, c'est aussi l'expression de vouloir aboutir plus. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, et puis évidemment souscrire à la tradition du 2 d'une suite de films d'horreur, que ce soit Terminator ou Halloween ou etc. En fait, en général, les suites de films font toujours une exploration de l'univers en fait un peu plus poussée, et du coup il y souscrit aussi quoi. Ce qui est intéressant, et c'est Edgar Wright qui le soulignait dans les bonus, c'est qu'on peut faire un raccord en fait total entre Evil Dead 1 et Evil Dead 2 si on supprime donc la première demi-heure à travers un plan qui est vraiment analogue. C'est le plan où Ash, et c'est le plan final de Evil Dead 1 normalement. Ash est près de sa voiture et là on a une caméra subjective qui va plonger dans sa gorge et il y a exactement le même plan après environ une demi-heure de film dans Evil Dead 2 et on pourrait presque couper donc la première demi-heure, raccorder les deux films à ce moment-là et on comprendrait à peu près ce qui se passe par la suite. Oui, après, tu peux voir ça aussi comme un previously dans voilà, Evil C'est Dead. vrai. Ouais. Et les autres autour, on s'en fout. Ce qui est important, c'est Linda parce que c'est quelque chose qui va être récurrent. C'est quelque chose qui va même continuer, tu vois, sur la série. C'est vraiment, il va jamais se remettre de ce trauma d'avoir perdu sa copine. Donc c'est intéressant, voilà, de elle la reciter. Après, voilà, comme je disais, c'est que l'horreur au départ, c'est pas forcément voilà le genre qui plaît à Sam Raimi, mais je pense qu'il s'est amusé à voir justement comment il pouvait le raconter différemment. Donc ça va être très premier degré dans le film. Dans le deuxième, il va partir sur la comédie horrifique et autre part voilà montrer ce qu'il a appris à faire, comment il a évolué. Et le dernier, c'est la comédie un peu médiévale, fantastique, avec voilà ce côté toujours horrifique. Et en même temps, il développe son univers, puisqu'il part de ce bouquin, le Necronomicon, et puis il va développer tout un truc autour, avec une histoire de prophétie. Enfin, à chaque fois, il nous le rappelle. Donc, il arrive à garder, en fait, un fil rouge tout au long de cette trilogie. C'est vrai que souvent, on dit « Ah, mais les films n'ont rien à voir. Pourquoi on dit que c'est une trilogie, machin ?» Mais il y a le fil rouge, voilà, ce côté Lovecraft, comme tu l'as très bien dit, justement, Sophie, ce côté, le thème de l'horreur avec différents points de vue. Il y a un côté un peu anthologique, limite. Et puis, en même temps, voilà, sur le 2, on parle de remake souvent voilà du 1, mais quelque part, Sam Raimi, avant tout le monde, il a inventé le requel. À la fois remake, à la fois c'est enfin, je veux dire, c'est un mec qui Est-ce que était en c'était une avance bonne sur son idée? temps. Je sais pas sûr. Sur Evil Dead, ça fonctionne. Maintenant, voilà, bon. Après, je pense que la plupart ont le même problématique. Hein. C'est pas du tout les réalisateurs qui Mm-mm. amènent cette idée, c'est toujours la production et les besoins financiers. Oui, puis le besoin de capter un nouveau public. Et que je sais pas pourquoi les producteurs se disent non, les gens n'ont pas vu l'original, donc faut absolument refaire tout. Et ça peut venir aussi du fait que c'est un enfant de la télévision qui a grandi en regardant des séries télé, en regardant tous les films qu'on a cités, mais c'est peut-être aussi ça, aussi cet héritage-là, de dire tiens, puisqu'il veut absolument que je revienne dans la cabane, que je fasse ça et tout, tiens, je vais faire ça, un peu en rigolant, parce que même les scènes avec Linda et tout, c'est ultra cliché. Il y a des fois, Ah oui. tu te dis, ah mon Dieu, je regarde un sitcom, tu vois, c'est limite, tu vois la parodie des nuls au début de La Cité de la Peur, tu vois, il ne peut plus rien Complètement. nous arriver d'affreux, tu vois, et c'est excellent, c'est excellent. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est aussi finalement peut-être une parodie de son propre film au final. Sam Raimi va même plus loin et il y a dans les bonus un des participants à Evil Dead 3 qui nous dit que pour que l'ensemble des participants saisissent bien la mentalité de Sam Raimi avait l'habitude de dire que le premier était un film d'horreur, le deuxième était une comédie et le troisième un film d'aventure. Alors à chaque fois c'est matiné par l'horreur quand même qui est sous-jacente dans les trois films, mais il a l'envie de l'aborder trois fois différemment en fait. La première fois avec les codes de l'horreur, même s'il en joue, la deuxième fois avec ceux de la comédie de manière plus affirmée, même si la comédie était présente dans le premier, et la troisième fois vraiment en l'inscrivant dans une grande fresque médiévale. C'est vrai qu'en plus, si tu regardes bien, au fur et à mesure, ça a aussi... alors, il y a des histoires de censure, évidemment, de s'adapter enfin, de ne pas avoir le même problème que pour le premier au niveau de la diffusion, mais au fur et à mesure, on est aussi... on coupe de plus en plus tout ce qui est un peu trop gore, tout ce qui est un peu... par exemple, dans le 2, ils ont reproduit le
liquide, enfin le sang qui est du lait, des Danites, parce que, alors qu'ils avaient les moyens de faire avec du sang du rouge cette fois-ci, mais en fait ils ont voulu continuer ça en se disant bah ça nous permettra d'éviter la censure, donc ça c'est une problématique de production, D'ailleurs, mais qui permet... je me permets de préciser, vu que tu parles de ça, c'est que Dino De Laurentiis voulait qu'il soit unrated, et c'est pour ça qu'ils ont fait ça pendant le tournage. Mais du coup, ça lui permet d'atteindre un public de plus en plus large, et du coup, effectivement, film d'aventure, bah, on est en plein dans ça, avec le 3e qui est complètement censuré de... Enfin, il n'y a aucune scène qui est vraiment trash, en fait, finalement. Sauf si tu considères qu'embrocher un squelette, c'est trash. Ouais, mais tu sais pourquoi il est moins trash? C'est-à-dire que sur Evil Dead 2, en fait, donc au départ, Dino De Laurentiis voulait qu'il soit unrated, enfin, il voulait que ça passe tranquille, tu vois, la censure. Et en fait, ce qu'il a fait, le filou, c'est qu'il a distribué le film avec une petite société de production qui lui appartenait, mais qui n'était pas dans le système des censures. Alors, je n'ai pas très bien compris comment ça marchait, mais en gros, grâce à ça, le film, il a en fait échappé au système de la censure, donc il est sorti dans l'état, parce qu'il est quand même très gore, quoi. Il y a quand même pas mal de litres de sang et tout, il aurait dû être plus censuré, mais en faisant sa magouille, il a réussi à empêcher ça. Ils ont quand même cherché aussi, tu vois, quand on parle de sang de toutes les couleurs dans le premier, c'est vraiment des accidents de tournage. Par contre, dans le deuxième, c'est vraiment fait exprès. En fait, ils ont vraiment cherché à avoir du sang le moins rouge possible, qui fasse le moins sang possible pour que justement les censeurs regardent pas trop, quoi, en fait. Donc vraiment, il y a une volonté de... Et dans le 3, ils coupent carrément les scènes, en fait, toutes les scènes où tu veux, par exemple, avec la scène de... Franchement, on sent qu'elle va se faire violer, la damoiselle, mais c'est coupé. Tu le vois pas, en fait. Contrairement au premier où c'était explicite. Mais la version commerciale, en fait, ils ont changé l'ordre de certaines scènes. Il y en a qui ont été censurées, en fait, par rapport à la Director's Cut. Et c'est vrai que moi, j'étais hyper contente dans le coffret d'Atelier d'Images de trouver à disposition en VOSTFR cette Director's Cut que j'avais en fait jamais vue, parce que j'avais vu que la version internationale et j'avais vu sur Internet, bon voilà, la deuxième fin. Mais là, j'avoue, je me suis régalée à découvrir cette Director's Cut parce que je trouve que le film, il gagne en rythme. Il y a des scènes qui sont beaucoup plus claires. Vraiment, je me suis régalée à la découvrir. Hein. Je la conseille. Pendant que tu parles de la Director's Cut, petite question, parce que moi j'ai entendu dire que... parce que j'ai pas pu la voir, j'ai vu des scènes sur YouTube, mais j'ai pas pu la voir mater. Du coup, dedans, il y en a qui disent que apparemment Ash est plus développé et qu'il a moins un comportement de total idiot / connard dans le 3, et qu'on comprend mieux qu'il est traumatisé par ce qui s'est passé dans les premiers. Ouais, il y a des scènes où tu vois un peu son traumatisme, et puis t'as justement la scène dans le moulin avec tous les haches et tout, tu peux voir un côté un peu où il pète complètement un plomb par rapport à ce qu'il a vécu, mais il y a ce côté hache connard qui les prend pour des cons parce que justement, voilà, lui il vient du futur. C'est un peu, tu vois, genre l'Espagnol qui arrive aux États-Unis et qui voit les natifs américains et qui les prend pour des grosses merdes, quoi, tu vois, c'est un peu ça. C'est aussi qu'il a affronté les Dédites aussi avant et qu'ils se disent c'est bon, trop facile, easy busy, et les deux dans le nez, et en fait, pas tant que ça, quoi. Ouais, en fait, non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté... il y a plein de fois où tu sens que quand même le gars, tu dis il va péter un câble, il va devenir fou. T'as ce côté aussi où vraiment il fuit le combat parce que il en a marre, il en peut plus, ou il a peur. Et c'est vrai que... dans l'autre version, tu peux juste croire que il a peur et que c'est un abruti et point barre, quoi. Mais là, dans la version Director's Cut, tu vois plus la palette de toutes les émotions qui le traversent. Et ça le rend attachant. Enfin, oui, il a plein de défauts, mais quand même, tu t'attaches à lui, tu as envie qu'il survive, tu le comprends aussi. Donc, non, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé cette version-là. Et justement, tu parles de péter un câble, et ça nous emmène sur un autre thème principal de la saga, je pense, qui est la folie, et qui est vraiment un élément récurrent. C'est présent implicitement, parce que la possession, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent synonyme par le prisme de l'horreur de traumatisme qu'on pourrait vivre dans la vraie vie, mais c'est aussi présent dans les images qu'on nous propose. Il y a par exemple Ash dans Evil Dead 2 qui est à un moment complètement possédé, qui devient complètement démoniaque, et qui doit lutter pour redevenir lui-même. Il y a aussi dans Evil Dead 3 le fait que
une partie de lui devienne maléfique et qu'elle se détache de son corps progressivement, un peu comme une sorte de frère siamois qui s'arracherait de lui. Donc moi C'est j'ai ça. vraiment vu, et je pense que vous allez appuyer ce que je dis par des éléments de mise en scène, mais j'y ai vraiment vu le symbole de ce qu'on appelle la schizophrénie. Donc je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si le terme est totalement adéquat, mais en tout cas une espèce de double personnalité, de pulsion maléfique qui le pousserait et contre laquelle il doit lutter en permanence. Alors, petite correction médicale, schizophrénie, c'est pas des doublements de personnalité. La schizophrénie, par contre, c'est avoir des hallucinations et entendre des voix qui te disent tue-le, tue-le, tue-le. Eh ben, il est schizophrène, parce que t'as une scène dans Evil Dead 2 où il se met à rigoler comme un goré et qu'il entend tout le monde lui parler, les meubles, les bestioles au mur, enfin Oui. sa main, tout quoi, et qui rigole comme un fou. On a ce plan vraiment, voilà, où la caméra va se rapprocher de lui, où on se dit ah mais là il a complètement, ça y est, là c'est foutu, il est complètement parti, il est Surtout que devenu la zinzin. schizophrénie, ça peut être une Mhm. crise qu'on fait en fait. C'est-à-dire que c'est pas une enfin, ça peut être une maladie qu'on porte en soi, mais on est, enfin les gens qui sont schizophrènes en fait sont porteurs sains jusqu'à ce que la crise se déclare. Et ça peut arriver plus tard à cause d'un traumatisme. Souvent ça arrive au moment de la naissance, mais ça peut aussi arriver suite à un traumatisme ou suite à de la prise de drogue ou d'alcool de manière excessive. Donc ça pourrait effectivement être bien ça qui illustre les passages de folie, qu'on voit effectivement par le prisme des miroirs, qui ont, dans le 1 et dans le 2, c'est vraiment une réflexion vraiment trompeuse, qui moi m'a rappelé le Prince des Ténèbres, dans ce côté liquide noir abyssal qui contient le mal en fait, et dans le 3, il y a un côté plus humoristique, c'est limite une allégorie, enfin une petite clin d'œil au voyage de Gulliver avec des Ouais. mini H qui en sortent, mais qui donnera après le double démoniaque de H qui, par son erreur, va pouvoir diriger l'armée des morts. Donc, Puis t'as ce côté un peu, tu sais, le jab sur l'épaule qui oui, te c'est dit ce ça, que tu dois faire. totalement. Enfin, c'est Avec ce petit mais rire. c'est Mais elle est c'est géniale, ça. cette Et scène. puis Ash, c'est un personnage qui est tout le temps partagé entre les valeurs qu'il peut avoir, qu'on découvre dans le premier, tu vois, ce côté gentil garçon qui veut protéger sa copine, et le côté j'ai peur, je veux me barrer. Et cette espèce de déchirure en lui, c'est aussi ça qui cause le traumatisme. C'est quelque chose qui revient souvent et qui reviendra souvent dans la filmographie de Sam Raimi. Quand tu vois Sam Raimi, par exemple, le bouffon vert, il y a des scènes avec le bouffon vert, il va se regarder dans le miroir, où il va entendre des voix lui dire ce qu'il doit faire et tout. Il y a certaines scènes, moi, qui m'ont fait penser à Evil Dead aussi. Et Spider-Man dans 3 même. Hein. Spider-Man 3, ouais, c'est ça, Ouais, aussi, ouais. avec Mm, mm. avec Venom. Venom. Mais tu vois, on retrouve ce qu'on disait sur Sam Raimi aussi au début, ce côté dualité, ce côté toujours sur le fil, avec quelque part le Sam Raimi qui a l'air d'être calme quand on le voit dans les interviews, qui a l'air tout effacé et tout, et le Sam Raimi complètement tounesque, qu'on peut découvrir dans certains films, ce côté épique Sam Raimi aussi, qu'on peut avoir dans la mise en scène, où il va rendre des choses énormes, même le plus lâche des personnages, il va en faire un mec badass au possible. Et on retrouve tout ça dans le film. Et puis même, voilà, tu parlais de la possession, donc on parlait comme ça de traumatisme. Mais pareil, c'est aussi une métaphore carrément de la folie de quelqu'un. Genre quelqu'un qui devient fou au point de tuer tout le monde. Et on peut le voir avec un visage démoniaque aussi. Il y a des histoires, par exemple, de true story, de trucs comme ça, où il y a des victimes qui ont décrit leur agresseur comme des démons avec des visages déformés par la colère, par la haine, par plein de choses. Donc ça peut aussi être une représentation de tout ça. D'ailleurs, au niveau de la folie, si on voit cette dualité de H, on comprend que H, c'est Sam Raimi en fait. C'est comme ça qu'il se voit. À la fois badass parce qu'il s'éclate avec ses camarades, et à la fois nul parce que c'est ce qu'il a l'impression d'être. Quand on revient à la citation où on disait que tout le monde le voit comme un génie sauf lui, c'est ça, c'est-à-dire que les autres personnages voient H comme un héros, mais lui ne se voit pas comme un héros, puisque justement il veut refuser ce statut-là. Je peux refaire un point clinique. Le syndrome de l'imposteur, s'il en ressent un,
c'est un cas, c'est un mal psychiatrique en fait, dans le sens où en fait c'est un stress que tu ressens et qui va te faire avoir des pensées paranoïaques, où tu vas vraiment perdre totalement confiance en toi, mais tu vas te persuader que même que tu mens aux autres en fait, et vraiment c'est un cas clinique en fait, le syndrome de l'imposteur. C'est pas juste, alors on a tendance à survendre aujourd'hui et en parler dans tous les cas, mais un vrai cas de syndrome de l'imposteur, ça peut amener à un burn-out, à une crise de dépression nerveuse importante, et c'est vraiment quelque chose qui flirte avec la folie quoi. Mais tu vois, c'est intéressant le point que tu soulèves, c'est que Sam Raimi, à chaque fois que ça allait pas bien, il est revenu à l'horreur. Je veux dire, Evil Dead 2, il est revenu parce qu'il était triste que son film Mort sur le grill n'ait pas marché. Et par exemple, Jusqu'en Enfer, qui arrive après la trilogie Spider-Man, il est revenu dessus parce qu'il n'a pas pu faire son Spider-Man 2, parce que il savait pas... 4, pardon. Parce qu'il savait pas ce qu'il allait faire, comment ça allait être maintenant après ce Et même ce succès. son Spider-Man 3, c'était compliqué en termes de production, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. On lui a imposé des personnages, l'acteur qui jouait Venom, etc. Enfin bref, c'était compliqué pour lui. Donc ouais, et, d'ailleurs, dans Drag Me to Hell, il revient totalement à ce qui a fait Evil Dead, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui s'en prend plein la gueule, c'est un personnage qui est lâche à un moment et va payer sa lâcheté, mais au centuple. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui a sans doute un trouble d'anorexie. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'elle se fasse cracher plein de trucs à la tronche, qui sont souvent des choses un peu alimentaires, ça peut renvoyer à l'anorexie, à la boulimie, etc. et aux troubles alimentaires. Et expliquer aussi, parce qu'elle rejette son apparence, elle veut pas de photos d'elle, etc. Donc à nouveau, il y a quelque chose de la folie, du rejet de soi-même et d'un problème avec son propre reflet, quoi. Et tu retrouves ça aussi dans, par exemple, Intuition, où le personnage de Cate Blanchett qui a des pouvoirs, voilà, un peu médium. Pas de spoil, j'ai pas encore vu. Ouais, je te dis pas, mais bon, elle, si tu veux, elle tire les cartes, voilà, elle a des pouvoirs, et toute la ville la voit comme une imposteur, et elle réagit pas, tu vois, c'est genre, tant pis, il croit ça, moi je continue à faire ce que j'aime. Mais en même temps, tu sens que ça la peine, et tu retrouves un peu ça aussi dans Oz, avec le personnage donc, du magicien d'Oz, qui pareil fait de la magie, mais en fait est un charlatan. Et c'est encore une fois ce côté un peu coupure entre l'homme de spectacle et l'homme derrière la caméra, sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, et on sent le côté un peu peine, je sais pas, il y a quelque chose de touchant derrière ça, même dans Evil Dead. C'est pour ça qu'on peut pas en vouloir à H, parce qu'il y a plein de moments comme ça où on ressent que s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a le trauma, c'est parce qu'il ressent certaines choses, et au final c'est parce qu'il est humain, et c'est pour ça qu'on aime bien H, parce qu'il a des réactions que nous-mêmes on pourrait avoir. Face à ça, on se serait peut-être tous ou toutes barrés, je sais pas, hein. On n'est pas genre un super-héros. C'est comme ce qu'on disait après la Seconde Guerre mondiale, que tout le monde avait été résistant, mais en vrai, si on avait été face à ça, je sais pas, ce que subit H, je suis pas sûre qu'on ait tous été... Ouais, on va combattre le mal, bien sûr. Non, je pense que tu te casses. Si ça t'arrive à... Est-ce qu'on se serait coupé la main pour se greffer une tronçonneuse? Je sais pas. Ah, je ne sais pas. Moi, non, déjà, je vois une fille qui arrive qui me dit... tenter de faire ça tout seul, je pense que tu meurs d'une hémorragie. Alors, avant de conclure un petit peu sur la saga, je crois que vous vouliez faire un point sur les cinéastes qui ont été influencés par Evil Dead, parce qu'ils sont très nombreux. Alors moi, j'en ai mentionné un peu plus tôt, donc je vais le citer moi. C'est Edgar Wright, donc le cinéaste anglais, à qui on doit la trilogie Cornetto, Baby Driver ou Last Night in Soho récemment. Et en plus d'être très influencé par Sam Raimi, par son cinéma, par Evil Dead, donc plus particulièrement, il semblerait qu'il y ait une vraie amitié qui se soit nouée entre les deux réalisateurs. Et Edgar Wright parle même maintenant de Sam Raimi comme un de ses amis les plus intimes, et celui duquel il se sent presque le plus proche. Donc il y a une vraie complicité qui est née à travers la saga Evil Dead, et qui nous a permis de découvrir un autre réalisateur de talent. Et je crois qu'il y en a, il y en a au moins 2 dans la liste que j'ai sous les yeux qui parlent particulièrement à Faye quand même. Ah ouais, alors moi je vais parler de Peter Jackson, parce que voilà, je l'aime d'amour, écoutez. Il est aussi dans ma liste de mes réalisateurs préférés, mais genre par exemple, en voyant Evil Dead, il s'est dit « Ah mais c'est trop bien, en fait, on peut faire des choses en étant inventif, et même sans avoir d'argent. » Et hop, il a commencé à faire Bad Test. Il a réutilisé d'ailleurs des techniques de mise en scène... de caméra qui a été mis en place dans Evil Dead 1 pour faire Bad Test et Branded d'ailleurs.
Mm. En effet, et puis alors sur le Seigneur des Anneaux, sur les 2 tours, la bataille du gouffre d'Helm, il s'est inspiré de pas mal de choses de l'armée des morts, justement. Donc vraiment, Oui. c'est dommage, ouais, c'est magnifique. 2 de mes passions qui sont reliées, écoutez, on ne peut pas demander mieux. Et puis il y a aussi un cinéaste mexicain, je crois, que tu aimes particulièrement et qui parle Mhm. du Evil Dead avec beaucoup de passion. Oui, mais peut-être que Sophie a envie de le citer si ça l'intéresse. Oui, Si Guillermo tu vois del Toro, mais pour le coup, moi j'avais pas vu enfin, évidemment qu'il s'inspire du cinéma de genre, mais pour le coup, je connais pas le lien qu'il a entre lui et le cinéma de Sam Raimi, donc je vais vous laisser en parler. Il est présent sur les bonus du Blu-ray donc de Oui, mais l'atelier moi je les d'image. avais pas Il vus. y a il y a, il y a un petit reportage avec beaucoup de cinéastes, pas mal de cinéastes français. Il y a Yann Kounen, il y a Fabrice Duvels notamment. Et Yann Kounen, ça Guillermo m'étonne del pas du Toro tout, est prêt. parce qu'il a un côté mais Ouais. totalement cartoonesque, notamment de Doberman, que j'ai Bah, vu en salle figure-toi qu'en récemment. plus pour cette interview, il s'est mis en fait, il est dans son magasin, je pense que c'est le magasin qui lui appartient, il s'est mis dans une trappe en fait, comme le Génial. personnage de Evil Dead, c'est très rigolo. Et donc Guillermo del Toro est présent et il parle vraiment d'une influence majeure, notamment pour tout ce qui est le rapport aux monstres et Mm. tout ce qui est organique dans l'horreur, qui l'a vraiment beaucoup influencé. Mais ça se voit, puis même dans les couleurs, dans certains plans utilisés, sur la façon de montrer les fantômes, tout ce côté métaphorique aussi, sur la puissance du Mm. monstre. Mm. Ouais, totalement, totalement. Non, mais c'est fou de voir l'impact que ça a eu sur la culture populaire, en fait, les Evil Dead, quoi. C'est même le Oui. Groovy, le fameux Groovy, le nombre de personnes qui l'ont calé dans des films, dans des séries, des trucs comme ça. Enfin, c'est fou, Devenu un alors que mème c'est au aussi départ hyper connu. Ouais, mais c'est fou de partir dans un film comme ça à petit budget qui a un délire de potes, de passionnés, et de voir que ça a fait écho dans beaucoup, beaucoup de personnes. Sur Shadows, tu l'avais trouvé, Sophie, il y a un documentaire. Bon, moi, j'ai pas trop adhéré parce que le but, c'est de trouver quel est le meilleur fan d'Evil Dead. Mais quand même, on aperçoit à quel point ça a touché énormément de gens et à voir aussi à quel point chaque personne en fait a son Evil Dead préféré, mais ils arrivent quand même tous à coexister ensemble, même s'ils n'ont pas forcément voilà, Mm. le même film préféré. Enfin, il y a quand même un truc un peu bon enfant et c'est quand même chouette de voir ça, quoi. Bah, et puis t'as carrément après un pan de cinéma qui s'est créé suite à Evil Mm. Dead, quoi. C'est-à-dire que le film d'horreur dans une cabane, dans les bois, ça n'existait pas avant, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc, Mm. vu que Et après, on en a une pendant les chier, 13, genre c'était un Cabin peu différent quand Fever. même, globalement, dans beaucoup de points. Donc oui, et puis pour moi, il y a un film qu'on peut citer qui rend hommage. Voilà, c'est La cabane dans les bois. C'est totalement un hommage rendu à Evil Dead, quoi. Mm, mm. Et un bel hommage. Ah bah ça. Absolument. Ouais, ouais. Il y a plein de choses très intéressantes, mais c'est un film, par contre, j'encourage nos auditeurs à pas se faire spoiler. Ne regardez pas de bande-annonce, parce que déjà, la bande-annonce spoilée, c'est bien dommage. Ah oui, C'est- oui, vraiment, préservez-vous là-dessus. Et Mm. puis, avant de refermer notre podcast, on peut peut-être aussi mentionner ce qui a fait suite à la trilogie de films, puisque la saga a continué de vivre après. Ouais, pendant plein d'années, on attendait le fameux Evil Dead 4 qui ne s'est jamais fait. D'ailleurs, je crois que c'est Spider-Man qui a empêché Evil Dead 4, en fait. Bah, il aurait pu le faire, en fait. Apparemment, il aurait eu les sous, la renommée pour le faire au moment où il a pu faire Spider-Man. Mais finalement, il a fait Spider-Man et du coup, après, il n'avait Ouais. plus l'énergie pour... Lui-même dit d'ailleurs que Spider-Man a bouffé Evil Dead 4. Oui, Donc, à manger Evil Dead, et puis après, c'était compliqué pour retrouver de l'argent, des choses comme ça. Et puis, finalement, ils ont fait une série télé en avant 3 ça, ils ont saisons, fait si je ne me un trompe pas. remake. Ah oui, le remake, en plus, je préfère l'oublier. Moi, Ah, moi, je j'ai sais bien que toi, t'es aimé, fan. d'autant que... Et c'est là Mhm. où tu vois que l'équipe ne s'est jamais disloquée finalement, que en fait c'est Sam Raimi qui l'a produit. Il a été attrapé, on va dire, le réalisateur en fait qui avait envoyé un court métrage à Sam Raimi et à d'autres personnes, je crois. Et du coup, il avait juste, je pense, tagué sur internet en se disant on va jamais regarder mon truc, quoi. Et en fait, Sam Raimi il a fait ah mais c'est cool et tout. Et il l'a pris et le remake essaye vraiment de mettre renouer avec le côté euh, horreur pure du tout premier en faisant un remake mais avec une histoire différente puisque c'est l'histoire d'une fille qui va essayer de faire une désintox
dans la fameuse cabane dans les bois. Et là où c'est marrant, c'est qu'il y a un hippie qui fume des joints qui dit c'est pas une bonne idée de lire ce truc, mais je vais quand même lire ce truc. Et qui provoque, qui réveille la force, voilà. Moi personnellement je l'ai trouvé assez drôle, mais j'ai beaucoup d'humour noir, j'étais la seule à rire dans la salle. J'ai même éclaté de rire, et genre tout le monde m'a regardé en mode mais elle est folle. Et ça a fait la même chose quand j'ai regardé For Lion, j'étais morte de rire et tout le monde me regardait en mode mais ça parle de terrorisme ce film. Bah tu vois, moi je l'ai pas trouvé drôle, j'ai pas trouvé super bien. Quand la meuf se coupe le bras et dit ça va beaucoup mieux après, c'est forcément drôle. Bah moi j'ai trouvé ça affligeant. Non mais je sais pas, en fait ce qui me gêne c'est qu'il y a un moment il y a eu toute cette vague de remakes qui faisaient des remakes avec un espèce de filtre, ce que j'appelle filtre caca, c'est-à-dire super crade, et je trouve que ça apporte rien en fait, enfin la mise en scène je la trouve pas intéressante, pareil la photo je la trouve pas intéressante non plus, et t'as eu toute une chier de remakes comme ça. T'as une pluie de sang à un moment donné. Suspiria, c'est beaucoup plus beau. Suspiria. Oui, d'accord, mais je trouve que pour l'époque, tu disais justement qu'il y avait plein de films d'horreur. C'était à l'époque où était sorti Mama aussi, le film, le long métrage, et moi je préfère la photo du court métrage que du long métrage, que je trouve beaucoup plus fade. D'accord. Et en fait, t'avais une mode justement un peu du délavé, etc. Et elle est délavée au début, mais il y a des scènes, la scène de viol de la forêt, la scène de la douche de sang à la fin. Je les trouve incroyables ces scènes, et justement ça sort un peu de ce qui se faisait à l'époque. Après ça vaut pas la saga originale, on est bien d'accord, mais pour un remake, voilà, je trouve que c'est pas le plus mauvais, sachant qu'en plus il y avait parrain Bruce Campbell sur le tournage qui se donnait à fond pour tu le vois dans la scène post-générique, etc. Et je trouve ça beau au final de voir qu'en fait c'est de la transmission, quoi. C'est-à-dire que c'était là sur le tournage pour transmettre à la nouvelle génération leur savoir-faire. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils n'étaient pas fermés, tu vois, comme certains réalisateurs le sont. Ils ont laissé quand même, tu vois, les personnes s'exprimer dessus. Mais moi, je te dis, cette espèce, c'est même pas le côté délavé, c'est que j'ai l'impression que c'est, on essaye de donner un côté sale, crade à tous les objets, à toute l'image et tout. Tu retrouves ça un peu dans Suite Poltergeist, c'est la même chose. Dans Massacre à la tronçonneuse. Voilà, Massacre à la tronçonneuse et tout. Et je trouve que c'est pas ça qui fait le remake. Ok, tu fais un truc comme ça, mais à côté, soigne la mise en scène, soigne le scénario, et je trouve qu'il y a des choses qui manquent. En fait, dans la trilogie de Sam Raimi, je sens une âme, je sens quelque chose. Dans ce remake-là, en fait, voilà, ce qui me manque, c'est que je sens pas une âme, je sens pas un côté passionné. Pour le coup, le mec, il avait fait son court-métrage, n'avait rien à voir avec Evil Dead, et je pense qu'il a dû se sentir hyper flatté que Sam Raimi lui propose de faire le remake, etc. Et du coup, il a dit oui, etc. En sens, c'est la chance de ma vie, putain, je travaille avec Sam Raimi, c'est ouf et tout. Mais c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre que tu reprends, et forcément, c'est pas ton histoire que tu racontes, quoi. Même en étant le plus fan absolu, ça reste quand même l'histoire de quelqu'un d'autre, quoi. Donc, à part quelques rares remakes qui sont vraiment intéressants, je sais pas, Scarface, The Thing, Maniac même, que je trouve intéressant, mais c'est rare quand même les remakes qui sont intéressants au final. Mais alors du coup, Faye, tu seras peut-être désolé, Sophie enthousiaste, mais il y a un projet de nouveau film autour de Evil Dead appelé Evil Dead Rise qui devrait voir le jour cette année. Il est actuellement en post-production. Donc on s'écarterait un petit peu de la cabane dans les bois, mais on reviendrait à toute la mythologie des Deadites en fait, à travers l'histoire de deux sœurs, si j'ai bien suivi les informations. C'est ça, mais il y a quand même encore Bruce Campbell qui est dans les parages, à ce que j'ai vu, et je crois que, je sais pas si Sam Raimi n'est pas toujours à la production. Il me semble avoir lu ça. Hein. Il produit pas mal de choses, hein. Enfin il a produit même pas mal de choses. Bon. Bruce Campbell est à la production en tout cas. Et Sam Raimi aussi, et Rob Tappert, donc les trois. Ouais, non, mais il lâche pas le projet a l'air plus intéressant, tu vois. Je suis curieuse de voir ça. Après, bon, il y a eu la série télé, comme on a dit, là, 3 saisons. Vous pouvez les voir sur Netflix. Moi, ça m'a fait énormément rire. Pour moi, c'est un peu le Evil Dead 4, en fait, cette série. C'est très très drôle. Après, moi, je suis un peu déçue en ayant vu la fin alternative du 3, que c'était pas en mode. Je sais pas, le futur apocalyptique, parce qu'en fait il a foiré sa dernière truc, parce qu'au final t'apprends que le monde est plutôt normal et c'est lui qui va encore faire une connerie
En gros, le concept de la série, c'est Ash est devenu, il n'a pas quitté son job de vendeur dans un supermarché, et il a une petite vie tranquille, il est dans sa caravane, et alors pour le coup, je crois qu'en fait, dans le pitch de la série, c'est en gros, quand il est revenu seul de son séjour dans la cabane, on lui a mis sur le dos les meurtres, un peu comme dans le début du 2 aussi, où direct les mecs ils arrivent, ils pensent tout de suite que c'est un fou meurtrier, et du En coup fait, c'est pas prouvé, c'est une légende en gros qui circule dans la ville qui dit que c'est lui en fait qui a pété un câble. C'est-à-dire que lui en fait il a raconté son histoire donc il est victime, mais en fait tous les gens autour de lui l'ont transformé de victime à coupable, voilà, au point qu'il a dû fuir la ville et aller travailler ailleurs pour un peu échapper à son trauma. c'est ça. Et voilà, Et et du donc coup, c'est comme tu disais, il a sa petite tranquille. pour draguer Nana, il se décide à sortir le Necronomicon et à le Faut lire. dire qu'il était bourré, hein, faut le dire. Oui, mais bon, c'est pas une excuse. Et faut quand même dire aussi, souligner, parce que moi je trouve que les vrais héros, c'est quand même ces comparses qui l'accompagnent, alors qu'ils ont perdu une bonne partie de leurs proches à cause de sa connerie, et qui quand même vont le suivre on pourrait dire jusqu'en enfer, quoi. Donc sans spoiler, voilà, ils vont devoir affronter une série de démons qui ont été révélés par le livre, et qui, en plus, du coup, là, ça épouse vraiment la mythologie qui est déjà un peu amorcée dans le 2 et le 3, à savoir que Ash serait un espèce de héros pour les démons à éliminer, quoi. Et que c'est pour ça qu'ils le poursuivent particulièrement. Rien que pour le fait de voir Bruce Campbell incarner Ash à nouveau, ça vaut le coup d'œil, franchement. Oui, et Ah puis en oui, plus, avec c'est sa super petite drôle, quoi. gaine. Oh, il est C'est magnifique super drôle. avec sa Et petite puis, gaine. c'est pas un personnage simple à aimer finalement, hein, parce qu'il est un peu raciste, il est un peu rétrograde, il est un peu tout ce que Oui. tu veux, quoi. Oh bah il doit être républicain. Et c'est ça, c'est un peu le républicain un peu beauf, quoi. Mais au final, qui s'avère attachant dans la force de l'action, en fait, qui devient courageux dans la force de l'action, qui oublie tous ses préjugés, en fait, assez vite, quoi. C'est un personnage qui se bonifie dans les malheurs. Ouais, puis il a une évolution qui est intéressante, voilà, au bout de ces 3 saisons. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, parce que moi, franchement, je trouve que la série, elle était vraiment cool. Et moi, je la conseillerais à nos auditeurs, s'ils ont fini de revoir les 3 premiers films, de partir sur la série. Vraiment, ça fait un bon complément. Oui, tout à fait. Faut passer un bon moment, et en plus, les épisodes sont courts, pas trop longs. Ouais, Oui. ça c'est bien. Et puis, C'est regardez un bien format la très saison 2. digeste. Moi, je ne me remettrai jamais. Pensez à moi quand vous verrez la scène de la morgue. Vous ne verrez plus jamais Faye de la même façon. Ah non, mais j'ai jamais autant rigolé et été choquée en même temps, voilà. Avant de se quitter, je vous propose de poser la petite note traditionnelle. Alors là, on va noter la trilogie dans son entier, puis en même temps qu'on le note, on va pouvoir chacun mentionner l'épisode préféré. Allez, pour une fois n'est pas coutume, je vais me jeter à l'eau en premier. Moi, Evil Dead, c'est une bonne partie de mon enfance. Alors vous allez me dire que j'ai dû avoir une enfance houleuse, oui c'est vrai, une enfance de cinéphile de l'extrême en tout cas. Donc c'est vraiment un film du cœur. Et moi, je lui mettrais un bon 8 coup de cœur, parce que franchement, c'est quelque chose qui m'a bercé, et je mettrais une mention toute particulière à Evil Dead 2, parce que je trouve qu'il a une inventivité folle dans les plans, dans les cadres, dans les effets spéciaux, qui sont vraiment des effets pratiques. On est avant l'ère du numérique, et puis qui en plus a un humour décapant, qui impose un héros faussement cool, en fait. On l'a pas vraiment dit, mais il est cool, mais en même temps, il y a une vraie réflexion sur ce qu'est la figure du héros, et sur le fait que ces personnages mythologiques qu'on s'invente ne sont jamais vraiment idylliques. Donc, je mettrai le 2 en avant. Toi, Sophie? Et moi, Evil Dead, j'ai vu... j'étais déjà en école de cinéma, parce que quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de regarder les films d'horreur. Enfin, même, j'avais pas le droit de rester trop longtemps devant la télé. Donc j'ai lu beaucoup de Stephen King, je me suis gavée de faits divers, mais oui, parce que dans les journaux il y a des trucs trash. Je trouvais ma dose d'horreur dans la Bible, j'ai même lu la Bible pour voir tous les passages trash quand même. Et il y en a plein, spoiler. Pour les enfants torturés par leurs parents qui ne leur laissent pas regarder les films d'horreur, la Bible c'est une bonne ressource. Ah, les histoires de Pierre Bellemare aussi, là, les faits divers, les trucs de série, enfin de meurtres en C'est série et vrai. tout, c'était bien ça. C'est vrai. Ah. Et du coup, je l'ai vu tardivement, mais et ce qui, justement, tordra le cou à tous ceux qui disent ah, ça vieillit, ah, c'est machin. Non, pas du tout. Moi, je l'ai vu tardivement, et
Et j'ai adoré dès la première vision. D'ailleurs, le 2, je l'ai revu je sais pas combien de fois. Je l'ai même vu dans un pub en Écosse. Et franchement, tout le monde était captivé alors qu'il n'y avait même pas le son qui était mis parce qu'il y avait trop... Enfin, on n'entendait pas le son parce qu'il y avait trop ça parlait trop fort dans le bar. Mais tout le monde regardait et s'esclaffait en même temps et c'était un moment sympa. Alors que c'était pendant un festival de comédie stand-up qu'il y a l'été en Écosse. Donc tout ça pour dire que même dans une salle bondée, dans un pub, ce film marche. Donc voilà. Ouais, vraiment, la trilogie en entier est vraiment cool. Et du coup, je vais faire ma chieuse. Hein, je vais refaire comme la dernière fois. Je vais mettre 9,99, ce qui fait à nouveau, si on retombe, 666. Et bah tout est lié, et puis Avec un gros cœur, à ton évidemment. tour, Faye, de te livrer à l'exercice. Évidemment, un coup de cœur. Ah, Un coup de cœur sanguinolent. Je suis trop contente qu'elle ait mis 9,99 parce que je voulais mettre pareil. Non mais Evil Dead, la trilogie, c'est une obsession pour moi. Enfin, je l'ai découvert à l'adolescence, ça a été un choc. Enfin, je suis amoureuse de la mise en scène. Ça m'a construit dans mon imaginaire, ça m'a fait découvrir plein de choses. Je suis amoureuse aussi de Bruce Campbell, voilà, bon, je le dis. Qui ne l'est Voilà, pas je fais Qui des... ne l'est pas Voilà, j'ai fait des infidélités à Kurt Russell pour Bruce Campbell. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. C'est Mais bon, accepté. c'est deux personnes badass. Donc voilà, avec sa petite cicatrice d'ailleurs qui s'est fait dans le 3. Magnifique. Et alors, ce visage allongé au latex. Oh là 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 là. Magnifique. Le pauvre, il a quand même avalé du latex sur les tournages. Et en plus, qui était toxique, il aurait pu s'empoisonner. Et d'ailleurs, le soir, quand il est rentré chez lui, il avait tellement du sang partout sur ses vêtements, ça collait et tout, qu'en fait, il se mettait tout habillé sous la douche, parce que c'était le seul moyen de pouvoir décoller ses vêtements en fait de sa peau. Moi, je l'aurais bien aidé, il n'y a pas de souci. Non, mais sinon, pour être sérieuse, non, mais Evil Dead, je suis amoureuse de la réalisation, de tous ces plans, justement, un peu subjectifs de démons, avec cette voix là qui chuchote, qui est celle de Sam Raimi, là, qui parle comme ça. Là. C'est génial, c'est bourré d'inventivité. Tous les morceaux burlesques, mais c'est... Je veux dire, je vous en parlais tout à l'heure, la scène voilà, où Bruce Campbell, il se fout des assiettes sur la figure, mais qui ferait ça, quoi? C'est pas un Tom Cruise qui ferait ça, non. Enfin, c'est excellent. Moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est ce côté, à chaque fois, genre, je vais trouver une idée, j'ai pas les moyens de faire ce que je dois faire, mais je vais trouver comment m'organiser pour essayer d'avoir le plan que j'ai envie de faire sans avoir la technologie qu'il faut, comment la créer. Et je trouve ça génial, et c'est quelque chose qui manque parfois au cinéma de maintenant, d'avoir des passionnés comme ça qui... partent de l'adversité pour faire naître leur projet et pas, tu vois, genre j'arrive avec un projet et puis je me débrouille et je m'en fous des problèmes techniques. C'est vraiment, je pars de la technique et je construis mon projet autour de ça et je trouve ça génial. Et je trouve que quand on est jeune, par exemple, qu'on n'a pas les moyens d'aller dans une école de ciné, qu'on n'a pas les moyens d'avoir du matos sophistiqué et tout pour apprendre, des films comme ça, c'est des super exemples parce que vous voyez ça, vous arrêtez le premier vidéo, vous avez qu'une envie, c'est prendre, je sais pas, la caméra de votre téléphone, d'un appareil photo ou autre, et d'essayer vous-même de trouver des solutions pour filmer quelque chose, pour tenter. Et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on s'améliore. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui ont commencé comme ça et qui ont fait des carrières fantastiques. Et il faut des films de passionnés pour nous rappeler à quel point le cinéma c'est beau, à quel point l'art c'est génial, à quel point le fait de pouvoir s'exprimer c'est important pour soi-même, mais c'est aussi important pour communiquer avec les autres. Et il y a des fans comme ça qui, au travers de ce film-là, ont reçu des échos, on fait des rencontres, on fait des communautés, des amis, c'est beau. Voilà, c'est de l'amour, donc je mets 9,99, gros cœur partout, puis de cœur sur tout le monde. Voilà. Désolée si je suis pas très claire, mais c'est vraiment grosse émotion. Non, mais on sent que tu parles avec amour, et puis c'est ce qui nous unit autour du micro ce soir, je crois, l'amour qu'on a pour Evil Dead. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que Evil Dead est disponible dans un coffret avec le 1, le 2, le 3, avec également un Blu-ray bonus par film. Donc vraiment une édition très fournie chez l'Atelier d'Images, qui nous l'a fourni d'ailleurs pour cette émission et qu'on remercie vivement. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux, je dois le dire. Et puis je le dis, je me permets de le dire, mais c'est pas parce que on l'a reçu, mais c'est un très beau coffret. Ça fait comme un livre, il y a des chouettes visuels, vraiment c'est très sympathique. C'est un très bel objet pour les gens qui aiment leur petite collection de Blu-ray. Profitez-en, ça vaut le coup.
Ouais, un très sympathique objet en effet. Alors les filles, avant de se quitter, on va faire un petit coup de pub, mais qui n'est pas complètement déconnecté de ce dont on parlait aujourd'hui. Je vais commencer par toi, Faye. Donc on te retrouve dans les productions du James et Faye Universe, hein, donc Geek en série, On a supprimé les rushs, et Comics Discovery, auquel je participe avec grand plaisir très régulièrement. Et je crois que le prochain numéro sera justement en lien avec Evil Dead. Tout à fait, puisque nous allons parler d'un comics Evil Dead. Alors, ça va être super, j'ai trop hâte. Et en plus, on aura une invitée talentueuse qui est Rattle Rock. Je ne sais pas si vous connaissez ses vidéos, mais en tout cas, je vous encourage vivement à aller découvrir son travail parce qu'elle fait de très bonnes analyses et elle est très drôle aussi. Eh ben très bien, on sera au rendez-vous. Et puis toi aussi, Sophie, tu es un peu une lady de l'épouvante, j'ai envie de dire, puisque tu t'essayes à l'écriture, que ce soit sur ton site ou en nouvelles. Oui, oui. Oui, alors effectivement, j'ai un site, enfin, c'est un blog, c'est un WordPress, ça s'appelle Mauvais Genre avec un S au cinéma, tout attaché, .wordpress.com, voilà, où j'explore ma fascination pour le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Et puis effectivement, j'ai une grande passion pour l'écriture. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Exang et qui est publiée. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La Chasse, qui est publiée chez Les Tourments dans une anthologie appelée Exang. Voilà, avec plein d'autres nouvelles qui sont vraiment très cool sur la thématique de l'hémoglobine. Voilà. Eh ben très bien, eh ben, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs de frissonner, de rigoler aussi avec Evil Dead, on rigole bien sûr. Et puis il ne nous reste plus qu'à faire les bisous spéciaux de fin d'émission. Moi j'ai envie de faire des bisous à la tronçonneuse cette fois. Ça risque de faire mal. Je voulais Oui, faire mais, un bruit de crachat de sang, mais je me dis que ça va pas être ragoûtant, donc je vais éviter. Bon allez, salut à tous. Salut.